Donc bonjour à tous. On a choisi en fait ce sujet dans la section 8 parce qu'en effet on essaye d'avoir des thèmes qui soient un petit peu dans les tendances innovantes en fait, d'avoir une réponse un petit peu sur les événements qui vont arriver dans le futur. On a organisé une séance sur les insectes et on envisage d'en organiser une autre sur les algues. Donc on essaye de déterminer un petit peu des sujets et c'est pour cette raison qu'on a intitulé la séance des légumineuses aux protéines végétales, des aliments d'avenir. On essaye d'identifier ce qui peut changer et notamment on est rentré dans le thème des légumineuses parce que c'était l'année des légumineuses en 2016. Ce que je voulais vous présenter en introduction, c'était de vous donner un petit peu quelques éléments qui correspondent à ces enjeux des protéines végétales avec l'apport d'un peu des questions un peu de société et vous donner un petit peu comment l'opinion des consommateurs a évolué et pourquoi ce thème-là est intéressant aujourd'hui dans l'alimentation. Donc, tout d'abord, on a en effet les enjeux de l'alimentation durable. La France est rentrée assez tardivement dans cette alimentation durable qui vient des autres pays, notamment au niveau européen. La définition de l'alimentation durable, c'est que l'alimentation doit être adéquate et corresponde à une alimentation saine. En deuxième lieu, qu'elle doit être acceptable, accessible et équitable pour tous, par les consommateurs, et à faible impact environnemental. Ce qu'on observe, c'est que les consommateurs français sont de plus en plus attentifs au volet écologique et on va avoir une perception d'alimentation qui va aller dans ce sens, d'une demande de plus en plus écologique. Quand on essaye de comprendre ce qu'entendent les Français sur ce terme alimentation durable, eh bien, on voit qu'en effet, ils comprennent dans le côté durable, alimentation durable, même s'il y a le côté nutritionnel, même si il y a le côté social, ils comprennent surtout environnement, ils comprennent surtout développement durable, et derrière l'environnement, ils pensent aux énergies, aux pesticides, à la pollution. En deuxième lieu, ils vont aller toujours sur ce côté environnement en allant vers la gestion d'emballage, et on voit qu'apparaissent, donc autour du conditionnement, qu'apparaissent ensuite en mineur le bien-être animal et le côté social. Donc pour le français, l'alimentation durable, c'est avant tout protéger la planète et le volet environnemental qui apparaît dans cette notion-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aujourd'hui, en termes d'attentes des différents consommateurs des différents pays européens, des attentes qui viennent du Nord et qui sont prédominantes sur le bien-être animal, qui petit à petit gagnent la France. Et les derniers éléments qu'on a aujourd'hui sur ce qu'attendent les Français, on voit monter cette attente de bien-être animal, mais les consommateurs français, comme d'autres consommateurs du Sud, sont avant tout à rechercher une alimentation qui soit protectrice, notamment de l'environnement, au travers, on le voit, pour eux, c'est avant tout ne pas avoir de résidus de pesticides et de polluants comme le mercure dans leur alimentation. Les pays Italie sont sur les résidus de pesticides et l'Allemagne aussi. Ce qu'on voit en termes de consommation aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui marque le contexte, c'est qu'on a un besoin de rassurance très fort à la suite de la dernière crise. La crise de la fraude à la viande de cheval a eu un impact énorme sur la défiance des Français vis-à-vis de leur alimentation, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de documentaires à charge. Il y en a encore eu il y a quelques jours. On a vu dans les enquêtes la préoccupation, la peur de l'alimentation arriver en deuxième position sur les risques par rapport à la santé. On pose une question depuis 88, de quoi vous avez peur pour votre santé? En premier, c'est les accidents de la route, et aujourd'hui, en deuxième, c'est le risque alimentaire. Alors qu'avant, on avait d'abord la pollution, on avait les accidents nucléaires, et on avait les maladies. Donc il y a une vraie peur sur l'alimentation, et on a une réaction aujourd'hui qui est qu'en effet, on va avoir des fortes diminutions, une envie de consommer moins de protéines animales, jusqu'à la question, pensez-vous que dans les 2 prochaines années, vous achèterez moins que maintenant de viande ou moins de produits laitiers? On a un tiers de Français qui vous disent que dans les 2 prochaines années, ils vont diminuer leur consommation de viande. Cette consommation de produits, de viande de boucherie, de produits carnés, elle diminue depuis le début des années 80. Ici, c'est les dépenses des Français par habitant en volume, en euros constants.
Ça s'est accéléré sur les 4 dernières années, mais vous voyez que la diminution, elle ne date pas d'hier et de la crise économique de 2007. Donc, dans les facteurs de rassurance qu'on observe aujourd'hui, si on pose la question aux Français, qu'est-ce que c'est qu'un aliment de qualité? Eh bien, on a vraiment eu une modification très forte qui sont liées à ces crises sanitaires, donc avec la dernière sur la fraude à la viande de cheval, qui sont qu'on était en 2007, juste avant ces crises, on était sur une demande de produits qui avaient du goût, c'était le premier mot. Le deuxième mot, c'était des produits frais, des produits qui apportent de la fraîcheur et des produits avec un prix, alors soit un prix élevé pour avoir une bonne qualité ou soit l'inverse. Et en 2015, on ne cherche que de la rassurance. Et la rassurance qu'on veut avant tout, c'est consommer des produits issus de l'agriculture biologique. Le premier mot cité par les Français pour vous, qu'est-ce qu'un aliment de qualité? C'est un produit issu d'agriculture biologique. Et en deuxième, c'est des produits bruts. On cite la viande, on cite les légumes, on cite les fruits, on cite le poisson, et on cite la proximité. Donc les consommateurs ont vraiment une réaction par rapport à ces inquiétudes, qui est qu'on veut faire soi-même, on veut des produits qui sont naturels, qui viennent, le mot naturel est très fort aussi en 2015, et donc on cherche à avoir une alimentation qui réponde à toutes ces attentes sociétales qui se traduisent par l'idéal, c'est cette agriculture biologique. Et on voit en effet des courants, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas mineur, où on change son régime alimentaire et donc les protéines végétales dans ce contexte sont importantes. Donc je vais passer la parole, après ces 10 minutes d'introduction, donc à Denis Chéreau d'Improve SAS qui va nous parler des protéines végétales en général sur la diversité des protéines végétales. Ensuite, Claire Gaudichon nous parlera plus particulièrement des légumineuses et des qualités nutritionnelles des légumineuses et des protéines végétales. Et enfin, Morgane et Steph Saillard du groupe d'études et de promotion des protéines végétales nous donnera des chiffres factuels sur l'offre, le nombre de produits à partir de protéines végétales sur le territoire français et comment évolue la perception de ces protéines végétales et comment cette acceptabilité va nous montrer que c'est de plus en plus fort. Voilà, j'appelle donc Denis Chéreau qui va nous projeter ces diapos. Merci. Alors, tout d'abord, merci à l'Académie de m'avoir invité aujourd'hui pour cette réunion sur les protéines végétales. Bonjour à toutes les personnes dans la salle et je crois qu'il faut dire aussi bonjour aux personnes qui nous suivent via la caméra. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du potentiel des protéines végétales. Je suis directeur d'une plateforme de recherche qui s'appelle Improve, qui est basée à Amiens et qui a débuté ses activités début 2014, qui aujourd'hui emploie 20 salariés, 8 chercheurs et 12 techniciens. Et on est continuellement en train d'embaucher, puisqu'on devrait finir à 25 personnes sur cette année, ce qui traduit le développement de l'intérêt des protéines végétales pour tout un tas d'industriels, puisque nous réalisons des prestations de recherche pour toute l'industrie, qu'elle soit française ou européenne, voire même nord-américaine. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la transition nutritionnelle, mais très rapidement parce que je crois que Claire va derrière aborder le volet nutritionnel beaucoup plus en détail. Je parlerai ensuite un petit peu de la masse balance des protéines dans le monde. Je crois que c'est important de prendre 2 pas de recul et de regarder de quoi on parle en quantité. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi les protéines végétales sont riches en termes de diversité de composition, mais aussi en termes de diversité des procédés qui permettront de les obtenir. On regardera aussi rapidement la diversité des fonctionnalités qu'on peut en tirer. Et puis, on fera un petit zoom final sur les légumineuses et leurs intérêts dans toute cette histoire des protéines végétales. Alors, dans cette diapo, qui a été produite pour Sophie Protéol, dans le but de démontrer justement l'évolution des tendances nutritionnelles de consommation de protéines végétales, on parle de 2 transitions. La première transition alimentaire qui concerne les pays en développement qui, en s'enrichissant, peuvent se payer de plus en plus de protéines animales dans leur ration. L'exemple typique, c'est la Chine. La Chine, il y a 10 ans, était exportatrice de blé et de maïs. Elle est aujourd'hui importatrice de blé et de maïs et elle est devenue le premier importateur de soja dans le monde. Pourquoi ?
parce que la moitié des Chinois ont notre niveau de vie, voire même un petit peu plus élevé, et se sont mis à manger de la volaille, du porc et beaucoup de poissons, et tous ces aliments sont produits par l'élevage. Donc, un besoin fort en matières premières végétales pour alimenter tous ces élevages. La deuxième transition alimentaire concerne les pays développés comme les nôtres, où on a une tendance, et elle est variable d'un pays à l'autre, à soit limiter un petit peu l'apport protéique, mais en tous les cas, à essayer de rééquilibrer dans l'apport protéique la part végétale par rapport à la part animale, mais je pense que Claire Gaudichon détaillera tout ça un petit peu plus tout à l'heure. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais parler un petit peu des grands chiffres qu'il faut retenir. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut retenir que la production agricole mondiale, c'est 10 milliards de tonnes, que 74% de cette production agricole est consommée par des animaux pour transformer de la protéine végétale en protéine animale. Seulement 18% de cette production agricole est consommée en direct par des humains. Et puis, il y a un tout petit peu pour des matériaux et un tout petit peu pour de l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'énergie va affamer le monde. Vous voyez bien que d'après cette diapo, ça n'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut aussi retenir de cette diapo, c'est qu'il y a une grande disparité dans les consommations en protéines animales. Donc, on n'est pas du tout dans une logique d'opposition animale-végétale, hein, pas du tout. C'est plutôt de la complémentarité et on voit que l'humanité a toujours pratiqué cette complémentarité. Mais ce qu'on voit, c'est que cette complémentarité ne se joue pas du tout de la même manière dans tous les pays du monde, puisqu'on voit que 50% de la population mondiale mange moins de 25 grammes de protéines par jour et seulement 18% de cette population, nous, consommons plus de 60 grammes de protéines par jour, protéines animales par jour, ce qui montre vraiment cette disparité d'utilisation de la ressource primaire. Si on regarde dans cette diapo, on voit en haut à gauche les ratios de transformation, les ratios de conversion de protéines végétales en protéines animales. En gros, pour être très clair, combien faut-il de kilogrammes de protéines végétales pour faire 1 kilogramme de protéines animales consommables? On a retiré dans ce calcul les os, les viscères et la peau. Et on voit que d'un animal à l'autre, on a des très grandes variations. On voit que le lait est en très bonne position, le poisson, la volaille ou les porcs sont pas trop mal placés. Les ruminants sont à un ratio de transformation. Alors, pour ceux qui sont au fond et qui ne voient peut-être pas très bien, les bons candidats sont aux environs entre 2 et 3, on va dire, et les ruminants, quand il s'agit de leur viande, sont aux environs de 10. Alors, il ne faut surtout pas dire que les ruminants sont des mauvais candidats, parce que ce sont les seuls candidats capables de transformer des fourrages en quelque chose qu'on peut consommer. Par contre, la vraie question, c'est faut-il donner du blé, faut-il donner du maïs, faut-il donner des produits que d'autres animaux meilleurs convertisseurs peuvent consommer à des ruminants? Voilà, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner. Donc, jamais de logique d'opposition, mais plutôt de bonne gestion des ressources. Autre partie de cette diapo qui nous montre que la production agricole mondiale, on le rappelle 10 milliards de tonnes, produit 555 millions de tonnes. Et je le résume dans cette diapo qui montre que ces 555 millions de tonnes de protéines végétales vont en grande partie, 440 millions de tonnes, vers l'alimentation animale pour produire 89 millions de tonnes de protéines animales. D'où le ratio moyen de 4,9 de transformation entre protéines végétales et protéines animales. Sur le restant, 115 millions de tonnes, elles vont à l'alimentation humaine et seulement 1,7 million de tonnes de protéines, de protéines végétales qui vont vers l'alimentation humaine sont ce qu'on appelle des protéines ingrédients, c'est-à-dire des protéines qui vont être extraites, purifiées et qui vont pouvoir rentrer dans des matrices alimentaires. Les deux poids lourds de ce secteur sont les protéines de soja et les protéines de blé, mais il y a tout un tas de candidats qui frappent à la porte. Et là, on retrouve le pois, le riz, la pomme de terre, colza, la fièvre, le lupin, les microalgues. Donc, tout un tas de candidats sur lesquels, nous, Improve, on va essayer de développer de nouveaux savoir-faire. Alors, les enjeux au niveau planétaire, c'est évidemment cette transition. Hein. Vous avez bien compris, dans la première transition, il y avait beaucoup plus de candidats qui tapaient à la porte de la consommation accrue de protéines animales. Et la deuxième transition, évidemment, concerne les pays développés et ils sont moins nombreux. Donc, il y a une forte pression qui s'instaure et cette pression, elle est renforcée par l'explosion démographique. Hein. On n'en parle pas beaucoup, moi je trouve, mais il faut savoir que le premier milliard d'humains a pris 200 000 ans pour être constitué. Le prochain milliard d'humains sera constitué dans les 11 années qui viennent. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une accélération forte. Et le deuxième élément, c'est que, comme on l'a déjà dit, une population qui s'enrichit
Première chose qu'elle fait, elle s'achète un iPhone. Deuxième chose qu'elle fait, elle consomme plus de protéines animales. Ça, on le retrouve partout. Au niveau européen et français, il y a un enjeu majeur puisque l'Europe est dépendante très fortement pour son approvisionnement en protéines. Elle importe 60% de son approvisionnement. La France est un peu moins dépendante, 40%, parce qu'elle a une production de tourteaux d'oléagineux plus forte que la moyenne européenne, notamment liée à la production de biocarburants. Alors, une fois qu'on a présenté un peu le décor, on va rentrer un petit peu dans la diversité des végétaux. Cette diapositive vous montre en termes de composition qu'on a une très large variété de compositions. Dans les 10 milliards de tonnes produites, il y avait 555 millions de tonnes de protéines végétales. 80% sont produites au travers de graines, que ce soit des céréales, des oléagineux, des protéagineux. Donc ici, on a dans cette diapositive la composition de différentes graines et vous voyez qu'il y a une très grande disparité. Les céréales, évidemment, sont très riches en amidon. Vous avez les protéagineux qui peuvent être soit très riches en amidon, soit totalement dépourvus d'amidon. Et puis, vous avez les oléagineux qui, évidemment, sont un bon équilibre entre huile, mais aussi assez riches en protéines. Donc, vous voyez que d'une plante à l'autre, on ne va pas appliquer les mêmes approches technologiques pour pouvoir attaquer ces matières, puisqu'elles sont composées de différentes origines chimiques. Donc, il faut aussi intégrer le fait que les plantes qu'on a à processer, elles peuvent être des graines, des racines, des feuilles, des micro ou des macroalgues. Là encore, une très grande variété de textures et de compositions. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que les protéines qui constituent ces plantes ont des compositions différentes. Dans les graines, qui sont des structures de réserve, les protéines sont souvent des éléments pour stocker l'azote. C'est pour ça qu'on retrouve dans certaines plantes une très grande richesse en acides aminés qui contiennent 2 ou 3 atomes d'azote par acide aminé, parce que c'est une manière efficace et concentrée de pouvoir stocker cet azote. Les protéines végétales, en plus de cette fonction de stockage de l'azote, peuvent avoir d'autres fonctions comme un rôle antinutritionnel, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent les graines doivent être préservées pour pouvoir germer et propager l'espèce pour les années qui suivent. Elle doit être préservée contre l'attaque de ravageurs. Et donc, fonction antinutritionnelle, fonction pesticides, insecticides, fongicides sont des éléments de protection. Et puis enfin, dans les matières végétales en activité, on retrouve tout un tas d'activités biologiques, comme ce qu'on peut trouver dans des feuilles, dans des algues ou dans des racines, qui contiennent de l'eau et qui ont une activité métabolique. En termes de solubilité, là encore, une grande disparité. Là, c'est une classification faite par M. Osborne, elle date de plus d'un siècle, mais elle est toujours valable. Et vous voyez que selon les plantes, on peut avoir des produits qui sont soit très solubles dans l'eau ou dans les solutions salines, soit très peu solubles dans l'eau et dans les solutions salines, mais on peut aussi avoir des protéines qui sont solubles dans des solutions alcooliques ou à des pH élevés. Là encore, le technologue qui va s'attaquer à ces protéines devra être vigilant et adapter ses procédés en fonction de ce qu'il souhaite obtenir. Un exemple concret, vous voyez ici les courbes de solubilité en fonction du pH de 3 plantes emblématiques, soja, colza et blé, et vous voyez que les courbes n'ont pas du tout les mêmes profils sur la plage de pH qui va de 2 à 12. Et donc, évidemment, le procédé à appliquer, si on veut solubiliser, extraire une protéine, va être complètement différent. Là encore, la composition d'acides aminés est un élément extrêmement variable, mais je ne vais pas y revenir parce que Claire va nous en redire un petit peu plus tout à l'heure, mais il faut l'intégrer, c'est un élément à prendre en compte. Alors, justement, pour attaquer les procédés, eh bien, le technologue devra intégrer la teneur en eau de la matière première, sa teneur en matière grasse, qui peut perturber les procédés d'extraction, la solubilité qu'on vient de voir, la stabilité thermique, la teneur en facteurs antinutritionnels, la présence de colorants, le risque lié à l'oxydation des matériaux, le profil organoleptique, et j'en oublie certainement. Donc, vous voyez qu'il y a une complexité dans l'approche du technologue avant de définir son procédé. Alors, je vais vous donner quelques exemples. L'objectif n'est pas d'être exhaustif, mais de plutôt vous montrer qu'il y a beaucoup de procédés différents. Là, par exemple, je vous présente un schéma qui montre une turboséparation. Donc, on fait un broyage suivi d'un broyage très fin. Et dans certaines plantes, comme les protéagineux ou les céréales, on arrive par un broyage très fin à avoir des particules dont les plus petites sont riches en protéines et les plus grosses riches en amidon.
Et à ce moment-là, avec des outils comme un turboséparateur, on est capable de séparer des fractions. Et dans ces fractions, sur par exemple une févrole, alors là, oui, une févrole, on est capable de monter avec des fractions à presque 70% de protéines, alors que la févrole, au départ, en a à peu près 35. Donc ça vous montre la puissance de ce type de procédé qui, sans mettre 1 gramme d'eau, permet de sortir des fractions extrêmement riches. Un autre exemple, très traditionnel, puisque le soja est traité depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, à partir d'une farine de soja déshuilée, et à partir, vous voyez en haut à gauche, un rappel de sa courbe de solubilité, vous voyez qu'on traite cette farine déshuilée en la mettant dans une suspension aqueuse à pH 8. On va donc, à ce moment-là, extraire pratiquement 70% des protéines qui sont solubles à ce pH. On va centrifuger pour éliminer tout ce qui est insoluble. On va avoir donc un jus contenant les protéines qu'on va précipiter au pH isoélectrique. En l'occurrence, on va se mettre à 5. Une fois précipité, on va recentrifuger ce mélange et on aura un culot qui sera un isolé protéique qu'on pourra laver ou pas, mais qui sera dans aux environs de 85 à 90% de protéines. Ça, c'est un procédé assez basique qu'on peut retrouver d'une manière un peu différente sur le champ. Alors, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais c'est pour vous dire que chaque plante a son profil de solubilité en fonction du pH, et à chaque fois, on applique les bons procédés pour arriver à extraire correctement. Ici, on a un exemple sur un procédé à partir de colza. Donc, le procédé traditionnel d'extraction de l'huile au colza utilise de l'hexane, et pour désolventiser les tourteaux, on passe dans un four. Ce four va dénaturer les protéines, va les rendre insolubles, ce qui fait que dans l'encart en bas à gauche, vous voyez qu'il ne reste plus que 15 à 30% maximum de protéines solubles. Alors que dans la partie à droite, en bas, vous voyez que si on avait un procédé beaucoup plus protecteur et moins dénaturant, on pourrait avoir entre 60 et 70% des protéines solubles. Aujourd'hui, pratiquement l'intégralité des tourteaux de colza obtenus sont des tourteaux qui sont comparables à ceux en bas à gauche. Il y a toute une réflexion en cours par les industriels pour voir comment est-ce qu'on pourrait repenser ces procédés pour pouvoir mieux extraire des protéines de colza qui garderaient des propriétés intéressantes. Le temps me manque, je vais aller assez rapidement. Les feuilles et la pomme de terre, traditionnellement, on avait des procédés très brutaux de thermocoagulation. Donc, on fait des chocs de température pour bien précipiter, bien dénaturer les protéines. On les centrifuge et on les récupère. Il y a beaucoup mieux à faire aujourd'hui si on veut préserver les propriétés fonctionnelles. Alors, justement, ces fonctionnalités, eh bien, elles sont variables. On parle de propriétés emulsifiantes, moussantes, gélifiantes, propriétés filmogènes, propriétés à faire des pâtes. Et voyez qu'en fonction de la nature des protéines, albumine, globuline, prolamine ou gluténine, et en fonction en haut de la nature des plantes qui les produisent, eh bien, on va avoir des propriétés plus ou moins favorables, et le technologue va essayer de préserver au mieux ces propriétés. On peut même aussi jouer par l'utilisation d'enzymes pour améliorer une propriété fonctionnelle qui ne serait pas suffisante pour venir complémenter des propriétés de la caséine, du blanc d'œuf ou d'autres protéines animales. Là aussi, il est possible, et avec l'exemple pris dans l'éléanthine du tournesol, il est possible, en jouant sur le pH, la concentration en protéines ou la force ionique, de désassembler ou de réassembler des sous-unités de la structure quaternaire d'une protéine pour modifier ses propriétés. Donc, vous voyez que le technologue a encore beaucoup d'outils disponibles. Il peut aussi, comme dans l'exemple ici, combiner des protéines, la napine du colza, avec des pectines, de manière à obtenir des propriétés moussantes beaucoup plus stables dans le temps que ce qu'on peut obtenir avec une napine native non combinée. Alors, pour finir ma présentation, pratiquement dans les temps, ce que je peux dire, c'est que si on zoome maintenant sur les légumineuses, on voit qu'elles représentent des atouts très, très importants au niveau agronomique, puisqu'elles sont fixatrices d'azote. Il y avait une présentation qui a été faite par l'INRA en décembre, suite à la publication d'un document qui s'appelle « Les légumineuses pour des systèmes agricoles et alimentaires durables », et dont j'ai fait quelques extraits, et qui mettait en avant justement le fait que les légumineuses sont un des éléments majeurs pour la fixation de l'azote symbiotique, qui représente extrêmement peu d'azote maintenant circulant. La plupart de l'azote circulant vient d'engrais chimiques.
Les légumineuses sont aussi propices pour la coculture, que ce soit avec des céréales ou avec d'autres légumineuses. Et en termes de productivité et durabilité, elles sont tout à fait intéressantes puisqu'elles produisent entre 1 et 3 tonnes de protéines à l'hectare. Si on compare au blé, au soja ou au maïs, on est à moins d'une tonne à l'hectare. C'est vraiment un très beau potentiel. Et puis enfin, elles consomment peu d'intrants et elles permettent de diversifier les rotations. Elles combinent tout un tas d'avantages puisqu'elles sont consommées d'une manière très homogène dans le monde. Elles ont souvent des prix assez compétitifs. Elles sont de, je vais assez vite parce que je crois que le temps nous manque. Elles constituent un complément assez idéal par rapport aux céréales et un grand nombre de légumineuses sont en dehors de la liste des 14 allergènes identifiés en Europe. Alors, il va falloir quand même lever quelques verrous si on veut développer ces légumineuses et je terminerai par là. Il faut absolument qu'on arrive à améliorer la stabilité des rendements. Les légumineuses sont encore trop sensibles à des stress climatiques ou à des attaques parasitaires ou à des maladies, ce qui se traduit au niveau des agriculteurs par une réduction des surfaces. Pourquoi? Parce que l'agriculteur prend trop de risques quand il plante des légumineuses. Donc, année après année, on constate une diminution. Il va falloir réellement arriver à inverser cette tendance. Et puis, des éléments qui limitent l'utilisation des légumineuses dans l'alimentation humaine sont principalement le goût et l'odeur, la couleur, les facteurs antinutritionnels et la présence d'alpha-galactosides. Donc, pour toutes ces raisons-là, il va falloir travailler, et ça peut être au niveau génétique, agronomique, mais aussi technologique, de manière à pouvoir mettre à disposition de la filière des produits plus faciles à processer. Voilà, je vous remercie. Bonjour, donc je suis Claire Gaudichon, je travaille à l'UMR de physiologie de la nutrition et du comportement agroalimentaire à AgroParisTech. Et nous sommes spécialisés dans la nutrition protéique. Pardon. Ça va mieux? Donc, nous sommes spécialisés dans les questions de nutrition protéique, digestion protéique, métabolisme protéique et qualité aussi des protéines. Alors, en préambule sur l'intérêt des légumineuses par rapport donc, à leur fraction protéique en nutrition, je vais refaire un petit classement qui vaut ce qu'il vaut, mais je pense que c'est utile, notamment en termes pour bien voir les différences de composition nutritionnelle qu'il y a dans les différentes sources de légumineuses. Donc, en fait, quand on parle vraiment de légumineuses en alimentation humaine, c'est surtout les légumes secs. Ça, c'est une classification de la FAO qui impose ça, enfin, qui a proposé ça, c'est-à-dire les haricots secs, les pois, les lentilles, les fèves, les pois chiches, qui ont une composition très particulière. Alors, si vous ramenez ça en pourcent de l'extrait sec, là, par exemple, c'est la composition nutritionnelle des pois chiches. Et vous voyez que ce sont des aliments qui sont très glucidiques, il y a beaucoup d'amidon, il y a beaucoup de fibres et il y a une part protéique aussi importante dans cet extrait sec, mais très peu de lipides. Et pour tous les légumes secs, enfin, il ne faut pas oublier que ce sont des aliments protéiques, mais ce sont aussi surtout des féculents. Alors ensuite, on a d'autres types de légumineuses, mais qui ne sont pas vraiment classées dans les légumineuses, on va dire alimentaires, qui sont de type oléagineux. Alors c'est le soja par exemple, c'est aussi le lupin qui est un peu entre les deux, hein, mais qui contient de l'huile. Donc ici vous avez la composition du soja, où vous avez quand même 22% de lipides et beaucoup de fibres et vous voyez très peu d'amidon. Et donc c'est le cas de l'arachide aussi, mais nutritionnellement, enfin, d'un point de vue alimentaire, on les classe dans les fruits à coque. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on consomme aussi des légumes frais qui sont aussi des légumineuses, les petits pois par exemple, ou les haricots. Alors, j'ai hésité, haricots ou haricots. Alors, qu'est-ce que la qualité d'une protéine, puisque c'est de ça dont on va parler. Donc, ça va être la capacité d'une protéine à apporter de l'azote et des acides aminés indispensables pour soutenir les synthèses protéiques et pour un organisme en croissance, pour aussi soutenir la croissance. Alors, on va avoir plusieurs critères pour évaluer cette qualité protéique et ça fait un peu ça donne une complexité en fait à ces notions d'évaluation de la qualité protéique. Le premier critère que vous voyez ici, c'est le coefficient d'efficacité protéique, c'est-à-dire on va donner une protéine à un organisme, à un animal en croissance, et on va voir comment on grandit avec cette protéine.
Le deuxième type de critère, c'est ce qu'on a appelé ce que j'appelle le score chimique ici, et le PDCAS, Protein Digestibility Amino Acid Score, on reviendra dessus. C'est est-ce que la composition de la protéine permet de satisfaire les besoins en acides aminés notamment. Et puis ensuite, des critères de biodisponibilité ici, et notamment est-ce que la protéine est bien assimilée. Pardon. Et puis, vous avez d'autres types de critères, au-delà de ces critères classiques de qualité. C'est est-ce que la protéine est adéquate pour des populations particulières, chez des sportifs, par exemple, est-ce que ça peut maximiser la masse musculaire, ou chez des personnes âgées, est-ce que ça peut limiter la perte musculaire. Et puis, encore au-delà de ça, il y a beaucoup de choses aussi aujourd'hui sur l'impact des protéines, des différentes protéines, sur l'état de santé, la prévention des pathologies. Alors, si on revient déjà au premier critère, c'est la capacité à amener de l'azote, on en a déjà parlé. Là, c'est un tableau qui regroupe des catégories d'aliments et leur teneur en protéines, en pourcentage du poids frais. Tout à l'heure, ce que je vous avais montré, c'est en pourcentage du poids sec. Donc, on voit qu'évidemment, la plupart des aliments fortement protéiques, c'est des aliments d'origine animale. Et puis, on voit apparaître au milieu du tableau les fruits à coque. Ce sont dans les aliments végétaux ceux qui sont les plus riches en protéines. Et puis, en fait, on voit apparaître dans le bas du tableau d'autres produits végétaux. Alors, on a nos légumes secs qui arrivent à cet endroit-là, 9-10% de protéines une fois qu'ils sont cuits. Hein. Et vous voyez que ce n'est pas si différent que ça des céréales. Enfin, des produits céréaliers où on est entre 7 et 9%. Alors ensuite, la qualité d'une protéine, comme je vous ai dit, c'est aussi la composition en acides aminés. Donc déjà, la teneur en acides aminés indispensable, cette figure montre le pourcentage d'acides aminés indispensables dans différentes sources animales et végétales. Donc on voit très nettement que toutes les sources animales sont plus riches en acides aminés indispensables que les sources végétales dans leur ensemble. Et parmi ces acides aminés, ce qu'il faut voir, c'est si certains sont ce qu'on appelle limitants par rapport aux besoins nutritionnels. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les acides aminés indispensables, le plus limitant, celui qui pose le plus de problèmes dans diverses sources alimentaires, c'est la lysine. Et là, ce qui est illustré ici, donc ça, c'est la quantité de lysine dans différentes protéines, lait, œufs, soja, blé, ici, et par rapport ici au niveau qu'il faudrait dans la protéine pour qu'elle puisse satisfaire à elle seule les besoins en lysine. Et donc vous voyez qu'il y en a une qui se distingue très fortement, c'est le blé, pour lequel le contenu en lysine est insuffisant par rapport à ce besoin. Et ça, c'est vrai pour toutes les céréales. En fait, toutes les céréales, de manière plus ou moins importante, mais ont un contenu insuffisant en lysine. Alors, un autre type d'acide aminé dont on parle souvent dans les acides aminés limitants, qui concerne plus les légumineuses, mais on va voir que c'est très marginal, c'est les acides aminés soufrés, méthionine, cystéine. Et on voit ici qu'il y a une protéine qui est un peu plus basse que les autres qui sont représentées pour la somme cystéine-méthionine, c'est le soja. Mais quand on compare par rapport aux besoins nutritionnels, on voit que c'est à peine limitant, mais voire pas du tout. Et c'est dans la plupart des légumineuses, en fait, le niveau est soit juste au bon niveau, soit un tout petit peu en dessous. Donc ça n'a rien à voir avec la faiblesse en lysine pour les céréales. Donc voilà, ici je vous ai mis des compositions de légumineuses en acides aminés. Alors ce qu'il faut voir, c'est pour chaque acide aminé indispensable, c'est représenté ici. La première barre, donc, c'est la composition, c'est cette fameuse protéine de référence qui est basée sur le besoin en acides aminés indispensables chez l'homme. Donc voilà, par exemple, on voit que pour le premier acide aminé, la valine, toutes les légumineuses qui sont représentées ici sont à peu près au bon niveau, peut-être un tout petit peu bas, mais pas beaucoup pour le lupin et le pois chiche. Et vous voyez que pour les acides aminés soufrés, comme je vous l'ai dit,
Ils sont à peu près tous aussi au bon niveau. Hein. Le niveau de référence, je vous rappelle, c'est la première barre. Excepté pour les lentilles. Alors, c'est vraiment les lentilles qui sont vraiment les plus, pour lesquelles le niveau en acides aminés soufrés est le plus bas. Donc, des protéines globalement bien équilibrées en acides aminés. Faites attention quand même, dans la littérature, vous pourrez voir de grandes variations en fonction du type de légumes, enfin, de l'espèce, hein, et puis aussi en fonction des variétés, des fois. Puis des fois aussi en fonction des méthodes d'analyse. Alors, pour comparer à d'autres sources végétales, alors on a des sources végétales hein, qui sont d'intérêt aujourd'hui. Hein. Quand on parle des sources alternatives, ce sont les pseudo-céréales, notamment le quinoa et l'amarante. Et on voit que si on regarde ici leur composition, en acides aminés indispensables, et on va regarder la lysine tout de suite, hein, puisque céréales, on pensait aux céréales tout à l'heure, mais on voit que le quinoa et l'amarante, c'est très riche en lysine et beaucoup plus que ça satisfait largement le besoin en acides aminés. Et on n'a pas vraiment, à part pour la valine un tout petit peu, on n'a pas vraiment d'acides aminés limités. Et puis alors pour les fruits à coque, c'est aussi très riche les fruits à coque, hein, ça peut monter jusqu'à 20% de protéines. Mais alors là on voit quand même, ici c'est pour, des noix, des noisettes. Ici on voit qu'on a quand même à nouveau une insuffisance en lysine. Alors c'est les barres noires hein, qu'il faut regarder, à comparer par rapport au trait rouge qui correspond au niveau minimum requis pour satisfaire les besoins. Donc là, ici, on voit qu'on a deux acides aminés qui sont limitants, c'est la thréonine et la lysine. Alors ensuite, vous verrez souvent comparer les sources de protéines en termes de score chimique et surtout de PDCase. Alors qu'est-ce que c'est ce score chimique? Ça va être le ratio entre la quantité d'acides aminés dans la protéine par rapport à la quantité d'acides aminés dans la protéine de référence. Il y a 9 acides aminés et on va prendre le plus petit ratio. Donc ici, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous voyez que la protéine pour cet acide aminé-là, le ratio va être le plus faible par rapport à la protéine de référence et on va prendre ça comme score chimique. Et donc le PDCase, qu'est-ce que c'est? C'est ce score chimique qu'on va corriger de la digestibilité. Et je vais revenir après sur ces questions de digestibilité. Il est limité à 1, à 100%. Et donc vous voyez ici, si on compare différentes sources de protéines, des protéines animales, on est à 100%, c'est-à-dire c'est le maximum. Et puis pour le soja, le poids, vous voyez qu'on est un peu plus faible, mais ce n'est pas dramatique, on descend à 94-91%. C'est uniquement lié justement à la digestibilité, puisque au niveau des scores chimiques en eux-mêmes, on est bien. Et par contre, pour le blé, on est bas, hein, on est à 0,54. Ce 0,54, ça voudrait dire que si vous consommiez que du blé, il faudrait consommer 2 fois plus de protéines que ce qui est recommandé pour satisfaire votre besoin en lysine. C'est ça que ça veut dire. Alors, très rapidement, sur ces questions de digestibilité, vous avez vu hein, donc dans le PDCase qu'on utilise ces données de digestibilité, mais il faut savoir aussi qu'il y a de grandes variations dans la littérature sur ces données, et notamment par rapport aux méthodes qu'on utilise. Alors, il y a des modèles, il y a des méthodes in vitro. Pour ce qui concerne les méthodes in vivo, on peut mesurer la digestibilité soit au niveau fécal, soit au niveau iléal. Pour mesurer au niveau iléal, il faut avoir accès à l'intestin grêle, donc c'est assez invasif. Et il y a des différences déjà. Vous voyez par exemple ici pour le soja, entre de l'idéal et de la digestibilité fécale, on peut avoir 6 à 7% de différence. Et pour le poids, bon, un petit peu aussi. Et puis ensuite, il y a la question du modèle. Est-ce qu'on travaille chez le rat, chez le porc, qui est un modèle assez bon, chez l'homme, mais voilà, à ce moment-là, c'est invasif. Et là encore, vous allez avoir des différences de digestibilité qui sont illustrées sur ce tableau. Ça peut expliquer que ces valeurs de PDCase, que vous puissiez trouver différentes valeurs de PDCase dans la littérature en fonction des sources, parce que ça dépend ce qu'on va prendre comme critère de digestibilité. Alors, nous, au laboratoire, on mesure la digestibilité idéale chez l'homme en utilisant des sondes intestinales.
Et on va donner des repas où les protéines sont marquées avec un isotope stable. Et ça va nous permettre, c'est son intestinal, d'aller récupérer ce qui n'est pas digéré dans l'iléon et d'en déduire donc une digestibilité réelle, iléale. Et par ailleurs, comme on a de l'azote quinzaine, on peut aussi estimer les pertes et faire une rétention azotée. Et donc, sur la base de cette technique, là, on peut comparer les valeurs entre elles puisqu'elles sont toutes faites dans les mêmes conditions. Donc, vous voyez qu'on a des données de digestibilité avec des protéines végétales, avec des protéines animales. On est plutôt de l'ordre de 90-91% pour la plupart des protéines, sauf pour le lait où on monte à 95%. Et à l'inverse, pour le colza, c'est la protéine pour laquelle on a trouvé la digestibilité la plus faible, liée notamment à la fraction d'apine qui est assez résistante. Et si vous regardez la rétention azotée, vous voyez qu'à part pour le lait, c'est-à-dire les protéines de lait total, on a beaucoup de protéines qui sont autour de 73% de rétention azotée. Et là, vous trouvez aussi bien des caséines que du soja. Le pois, on est pas mal, on est à 70%. Le lupin, on est à 70%. Et le colza, vous voyez, malgré une faible digestibilité, s'en sort très bien. Donc, vous voyez, ça permet ces données, à condition qu'elles soient faites sur des méthodologies qui sont homogènes, ça permet de pouvoir classer les protéines entre elles. Donc, on voit donc les protéines de légumineuses ont des qualités nutritionnelles tout à fait très, très bonnes. Alors ensuite, au-delà, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Ah bon, je suis allée vite. Alors, donc au-delà de ça, comme je vous ai dit, il y a d'autres critères aussi de qualité nutritionnelle qui concernent les paramètres de santé. Alors, je pense que vous avez peut-être entendu parler de ces fameuses méta-analyses sur l'effet hypocholestérolémiant des protéines de soja. Hein. C'est des études qui datent il y a déjà un moment. Donc ça, c'est une de ces méta-analyses qui sont faites. Ça regroupe donc des études qui sont faites chez des sujets hypercholestérolémiques et ces études montrent qu'une consommation de 20 à 25 grammes de protéines de soja par jour diminue significativement ici, hein, donc c'est le résultat colligé, donc diminue significativement le cholestérol LDL. Et donc, aux États-Unis, il y a une allégation qui a été proposée de réduction du cholestérol par les protéines de soja hein, qui a été proposée depuis longtemps. Bon, en Europe, c'est une allégation qui n'est pas validée, notamment du fait qu'on ne sait pas si c'est les protéines ou des composés qui sont associés aux protéines qui ont cet effet. Et les questions justement d'extraction et de purification, c'est des questions importantes, puisque quand on extrait des protéines, souvent on récupère aussi des composés avec. Ce n'est pas toujours évident de dissocier. Donc voilà, on ne sait pas si c'est notamment les flavonoïdes qui sont associés, qui ont cet effet. Bon, et puis si on va un peu plus loin sur l'aspect de légumineuses et santé, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs méta-analyses hein, qui commencent à sortir sur l'effet, les bénéfices d'une consommation régulière de légumineuses. Donc là, il faut entendre un légume sec sur la santé et non pas. Alors, il ne s'agit pas seulement des protéines, hein, mais de l'aliment complet. Donc, par exemple, cette méta-analyse ici. Sur la réduction du risque cardiovasculaire par la réduction des lipides plasmatiques. Donc, c'est une méta-analyse et on voit que pour une consommation de à peu près 130 grammes par jour de légumes secs, on a un effet modéré mais significatif sur la cholestérolémie. Alors ça, c'est un exemple, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. On a aussi quelques exemples de méta-analyse sur la réduction, enfin le maintien du poids, ce qu'on va plutôt appeler le maintien du poids, et sur la satiété. Donc là, ici, il s'agit plutôt du maintien du poids. Et là encore, cette méta-analyse montre qu'une consommation, on est toujours à 130 grammes à peu près par jour, permet de réduire le poids. Alors vous voyez que c'est très modéré. C'est des effets très très modestes. Là, on est en moyenne à moins 0,3 kg.
Voilà, donc pour conclure sur cette partie, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les légumineuses, alors j'ai dit, sont potentiellement de bons vecteurs de protéines. C'est vrai que ce sont des protéines de bonne qualité, c'est des aliments qui sont relativement riches en protéines, mais vous avez vu quand même pas tant que ça lors qu'on les fait cuire, hein, c'est pas non plus, c'est la moitié de la viande ou même moins. Mais par contre, elles sont, en tout cas en France, c'est des très faibles contributeurs à l'apport protéique. On en consomme très peu, c'est environ 10 grammes en moyenne par jour, je crois, dans la population française. Alors, ce sont des protéines de bonne qualité, malgré leur légère faiblesse en acides aminés soufrés, mais on a vu que c'est quand même très relatif, cette déficience, enfin, j'aime pas du tout le mot déficience, c'est-à-dire donc cette faiblesse en acides aminés soufrés. Et si on veut comparer par rapport à d'autres sources végétales, alors c'est quand même bien supérieur aux céréales, qui ont vraiment le gros problème de la lysine. C'est supérieur aussi aux fruits à coque, pratiquement tous les fruits à coque, on a aussi un problème sur la lysine. Par contre, c'est équivalent, peut-être légèrement inférieur aux pseudo-céréales, mais c'est à peu près des sources qui sont quand même potentiellement de bonne qualité. Alors, leur biodisponibilité aussi est bonne, mais ce que je vous ai montré, c'est quand on la regarde avec des isolats protéiques. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui dans ces réflexions, c'est de considérer la biodisponibilité de ces matrices, de ces protéines dans leur matrice originale, dans les aliments. Et donc là, ici, il s'agit de légumes secs, et notamment, on sait que les fibres peuvent aussi perturber la digestion protéique. Donc ça peut perturber la biodisponibilité des protéines et des acides aminés. Voilà. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, alors ça c'est un peu mon cheval de bataille, c'est que très souvent quand on mange des produits végétaux, alors parce qu'on dit aujourd'hui beaucoup on mange des protéines animales ou des protéines végétales, non, on mange des produits animaux et des produits végétaux, et dedans il y a plein d'autres choses, et que notamment les effets potentiellement bénéfiques des légumineuses sur la santé, comme on a vu à la fin de l'exposé, c'est pas forcément attribuable aux protéines, plutôt peut-être d'ailleurs à la fraction glucidique, à l'amidon, aux fibres. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc les protéines, elles sont de bonne qualité, mais c'est pas forcément elles qui vont vous faire diminuer les risques de maladies cardiovasculaires ou autres. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, on sait, il y a aussi des composés indésirables dans les légumes secs qui font que leur niveau d'acceptabilité est quand même limité. On ne peut pas augmenter énormément leur consommation liée notamment aux galactosides et aux inconforts digestifs que ça génère. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, merci d'abord de m'avoir invité à participer à cette séance sur les protéines végétales. Moi, je vais vous parler du bilan de référencement qu'on a réalisé en France au niveau du GEPV et de la perception du consommateur. Tout d'abord, un petit point de présentation sur les GEPV. Donc, le GEPV, c'est une association de loi 1901 qui regroupe des industriels qui ont une activité de production, de distribution ou de commercialisation de protéines végétales en France. Et GEPV, ça veut dire groupe d'études et de promotion des protéines végétales. Donc en fait, notre principal objectif, c'est d'essayer de développer les connaissances sur les protéines végétales et puis accompagner le développement, l'utilisation de ces protéines végétales dans les produits alimentaires. Voilà, ce sont nos adhérents et on est soutenu par l'interprofession des huiles et protéines végétales Terre Univia. Alors, peut-être un petit point de définition, parce que nous, on parle de MPV, c'est-à-dire de matière protéique végétale, plutôt que de protéines végétales même. Donc, en fait, ce sont des ingrédients alimentaires qui sont issus d'espèces végétales riches en protéines. Donc, comme l'a présenté Denis Chéreau tout à l'heure, ça peut être issu de protéagineux, d'oléagineux ou de céréales. Alors, ces ingrédients-là, ces MPV, elles se présentent sous différentes formes en fonction de leur teneur en protéines. Ça peut être sous forme de farine, en général à 50% de teneur en protéines, sous forme de concentrat ou sous forme d'isolat. Le gluten, le blé, est un petit peu particulier et lui, en général, est à 80% de protéines. Donc, ces ingrédients, ces MPV, sont utilisés pour leurs propriétés fonctionnelles, sur la texture ou la conservation des aliments, par exemple, pour leurs propriétés nutritionnelles.
Et également pour les propriétaires environnementales, ça faisait notamment l'objet de l'introduction de Pascal Ebel sur voilà, maintenant la tendance pour l'alimentation durable. Et donc les principales applications, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure lors du bilan de référencement, pardon, ça va être les produits de panification, des produits de charcuterie, des plats cuisinés, etc. Mais je vais y revenir. Donc, pour commencer sur ce bilan de référencement, ce qu'on appelle nous le bilan de référencement, en fait, c'est une enquête que l'on réalise tous les 2 ans en France. Alors la dernière, c'était en 2005, elle a été faite durant l'été, donc entre juin et septembre, auprès d'une vingtaine de magasins dans la région de Clermont-Ferrand. Alors historiquement, on avait choisi cette région-là. Une année, on a changé de région pour voir si, en fait, on a fait 2 régions en parallèle pour voir s'il y avait des différences significatives ou pas entre les régions dans la consommation et surtout dans les produits alimentaires qu'on pouvait retrouver dans les rayons. Il n'y en avait pas, donc du coup, on a continué sur cette région de Clermont pour pouvoir comparer les différents bilans entre eux. On essaye de visiter différents types de magasins pour avoir un échantillon assez représentatif de l'offre qui est fournie aux consommateurs français. Donc, ça va être des magasins spécialisés, des hypermarchés, des supermarchés, du hard discount ou des magasins de proximité. En fait, l'objectif, cette enquête, elle se réalise par un relevé des listes d'ingrédients des produits pour savoir dans quel type de produit on va retrouver des protéines végétales. Donc, ça va être la recherche de la mention protéines végétales ou farine de lupin, gluten, protéines de soja, etc. Donc, tous les ingrédients, tous les produits qui contiennent cet ingrédient protéique végétale. Et alors, on a classé les rayons en 6 avec la BVP, donc boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, les biscuits, snacks et céréales, les charcuteries et préparations à base de viande, le rayon traiteur, donc ça va être tout ce qui est quiche, soupe, croque, sandwich, etc. Les préparations à base de poisson, le rayon diététique, par exemple les produits végétariens, sans gluten, et puis le dernier rayon qui est l'alimentation infantile. Alors, on peut voir au fur et à mesure de nos bilans qu'il y a quand même une utilisation croissante de ces ingrédients protéiques végétaux dans les produits alimentaires. Là, vous voyez sur le graphique, on a fait apparaître les différents rayons dans lesquels on a réalisé l'enquête et on voit que depuis 2009 et depuis même avant, j'ai regardé, c'était même depuis 2005, on voit une franche augmentation de l'utilisation de ces protéines végétales dans les différents types de produits alimentaires. Alors là, ce graphique, il est classé par nombre de produits, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, dans notre bilan de référencement, c'est de repérer les produits qui contiennent des protéines végétales. Donc c'est notre méthodologie. Et je vous ai mis les derniers chiffres de comparaison par rapport à 2011 et 2013. On voit qu'il y a eu une nette augmentation. Alors, entre 2011 et 2013, le nombre de produits qui contenaient des protéines végétales a augmenté de 36%. Et puis là, avec le dernier bilan 2015, il y a une augmentation en valeur absolue de 18% pour les produits qui contiennent des protéines végétales. Donc ça confirme l'intérêt qu'ont les fabricants à utiliser ce type d'ingrédients dans leurs produits. Alors, par rapport au rayon, au type de produits qui contiennent ces protéines végétales que l'on a classées par rayon, je vous ai mis 2 graphiques 2013 et 2015, mais on voit qu'il y a quand même une répartition qui est assez similaire, avec une large utilisation dans le rayon BVP, donc c'est boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, ce qui est assez logique de par la nature même de ces produits de panification. Il y a également les rayons traiteurs, le rayon traiteur qui contient beaucoup de protéines végétales, puisque en 2015, ça représentait 23% de notre total. Donc c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est plats préparés, sauces, feuilletés à la viande, ou ce genre de choses. Et puis également les préparations à base de viande ou volaille ou charcuterie, qui représentent 20% en 2015 des produits référencés. Donc ça peut être les burgers ou ce type de produits. En valeur absolue, donc ça vous montre la part relative des différents rayons. En valeur absolue, on a une augmentation dans tous les rayons de la présence de produits contenant des protéines végétales. Alors, par rapport aux sources de protéines végétales qui sont utilisées, le blé est largement majoritaire puisque, comme vous le voyez, ça fait 65% des produits référencés, ce qui est assez logique et cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec le fait que ce soit le rayon boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, qui soit largement majoritaire. Donc, beaucoup de présence de blé, également de soja qui représente 17% des utilisations. Et après, c'est aussi beaucoup en association. On va retrouver de la févrole avec du gluten, on va retrouver du pois avec du gluten. Voilà, il y a des différents types d'associations. Et puis, je vous ai mis là un graphique aussi qui vous montre encore une fois l'évolution
au fur et à mesure des années, donc en partant de 2009 jusqu'à 2015. Et là, dans quasiment tous les rayons, dans quasiment toutes les sources de protéines végétales, il y a une augmentation de la présence dans les produits. Alors, on note quand même une spécificité d'utilisation on va retrouver certaines protéines végétales dans certains types de produits. C'est ce que vous montrent les différents graphiques qui sont ciblés par type de source végétale. Donc le blé, on va évidemment le retrouver beaucoup plus dans les produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, également dans les produits traiteurs et les préparations à base de viande. Le soja, on va surtout les trouver dans les préparations à base de viande, également les produits diététiques, par exemple les produits végétariens. La févrole, elle va être beaucoup utilisée en panification, alors comme je disais tout à l'heure, en association avec du gluten. On va la trouver également dans les produits traiteurs ou les produits à base de viande. Le pois se retrouve majoritairement dans les préparations à base de viande. Et puis le lupin, on va le trouver dans les produits de panification, souvent en association avec du blé. Et puis également dans les produits diététiques, beaucoup, et les biscuits, snacks et céréales. Donc les produits diététiques, notamment pour les produits sans gluten, où justement le lupin va être utilisé en substitution du gluten. Alors, en conclusion de ce bilan de référencement 2015, donc on voit quand même qu'on a un marché qui est dynamique, en pleine croissance, puisque depuis de nombreuses années, on a une augmentation de l'utilisation de protéines végétales dans les produits alimentaires. Donc, c'est que tous ces ingrédients sont reconnus, avec une certaine spécialisation dans l'utilisation des MPV, donc des matières protéines végétales, avec le blé qui va être utilisé en BVP, le soja en préparation à base de viande, etc. Avec une présence plus importante dans les rayons, surtout BVP et traiteurs, sachant que les rayons, par contre, les plus dynamiques, c'est-à-dire ceux qui ont le plus augmenté par rapport aux années précédentes, ça va être les produits traiteurs, puisqu'on a vu une augmentation de 46% par rapport à 2013, et le rayon biscuits, snacks et céréales, qui a augmenté de 43% par rapport à 2013. Donc, encore une fois, ces pourcentages, c'est le nombre de produits qui va être référencé et l'évolution de ce nombre de produits. Alors, je vais passer à la deuxième partie de ma présentation, qui est les résultats de notre baromètre sur la perception des protéines végétales par le consommateur, dont le dernier qu'on a réalisé en 2014. Alors, juste rapidement la méthodologie. Donc, l'objectif, c'était de déterminer l'image des protéines végétales auprès du consommateur et puis éventuellement dégager des axes de communication sur ces protéines végétales. C'est une enquête qui a été réalisée sur Internet auprès d'un échantillon représentatif de la population française, donc un peu plus de 1000 internautes par une agence. Alors, le premier constat que l'on peut faire, c'est que c'est une notoriété qui progresse auprès du grand public, mais qui reste néanmoins faible. C'est-à-dire qu'en 2011, par exemple, il y avait 16% des Français qui citaient les protéines végétales comme une source de protéines. On est passé à 26%, donc il y a une augmentation. Néanmoins, c'est un chiffre qu'il faut relativiser puisqu'il reste faible. Alors, cette connaissance, elle est beaucoup plus importante par les végétariens ou les consommateurs de soja ou les personnes qui ont eu des végétariens dans leur foyer ou qui font un régime. Donc, c'est des personnes qui sont un peu plus axées vers la nutrition, qui connaissent beaucoup mieux ces protéines végétales. Donc, comme je disais, voilà, elles restent quand même assez mal connues et pour 85% des Français, les produits qui contiennent le plus de protéines, enfin, surtout les produits sources de protéines sont avant tout la viande, puis les œufs, le poisson. C'est-à-dire que quand on leur demande pour vous quels sont les aliments qui peuvent être sources de protéines, automatiquement vient la viande, puis le poisson et les œufs, et après vient les ingrédients végétaux comme les légumineuses par exemple. Donc les légumes secs sont quand même un petit peu mieux connus, puisque là, 7 Français sur 10 savent que des protéines végétales sont essentiellement présentes dans les légumineuses, avec donc une petite augmentation par rapport à 2011, puisqu'ils étaient 60% avant. Et là encore, on voit que c'est surtout les végétariens, les personnes qui consomment des produits au soja, des compléments alimentaires, qui consomment bio, qui ont une meilleure connaissance de la présence de protéines végétales dans les produits, puisqu'ils sont déjà beaucoup plus axés sur la nutrition. Et donc dans les légumes secs, c'est les lentilles et le soja qui sont jugés les plus riches en protéines. Alors, il y a néanmoins, même si elles sont mal connues, il y a néanmoins une image positive de ces protéines végétales, puisque quand on leur pose la question, ils sont 93% à penser qu'elles sont bonnes pour la santé, 85% à penser qu'elles sont indispensables à tous, 83% complémentaires des protéines animales,
78% à penser qu'elles sont bonnes pour l'environnement et 77% à penser qu'elles sont synonymes de qualité. Alors, on a posé d'autres questions pour savoir si pour eux, ils étaient synonymes de produits industriels, si c'était réservé aux végétariens, inutiles ou synonymes de produits bon marché, puisqu'il y a l'aspect coût aussi qui peut jouer. Et finalement, c'est pas quelque chose qui ressortait de l'étude, puisqu'ils étaient que 23% à penser qu'ils étaient synonymes de produits industriels, 26% à penser qu'ils étaient réservés aux végétariens. Voilà. Donc finalement, c'est des éléments qu'on pensait retrouver dans cette étude, et ça n'est pas ressorti dans cette étude de 2014. Alors, on a quand même comparé la perception des protéines végétales par rapport aux protéines animales en demandant aux personnes si elles pensaient qu'elles étaient plus ou moins, moins autant ou plus respectueuses de l'environnement, de la même manière sur l'aspect nutritionnel et l'aspect gustatif. Donc finalement, les protéines végétales sont perçues globalement comme autant ou plus respectueuses de l'environnement, puisqu'il y a quand même plus de la moitié qui pensent qu'elles sont aussi respectueuses de l'environnement que la production des protéines animales, et 38% à penser qu'elles le sont plus. Pour ce qui est de la qualité nutritionnelle, ils sont 33% à penser qu'elles sont de meilleure qualité et une grosse moitié, plus de la majorité, à penser qu'elles sont de même qualité nutritionnelle que les produits animaux. Et puis enfin, sur l'aspect gustatif organoleptique, donc il y a pareil une grosse majorité, à 55% à penser qu'elles sont de même qualité gustative que les protéines animales et 21% à penser qu'elles sont de meilleure qualité. Par rapport aux habitudes de consommation, quand on les a interrogés sur leurs actes d'achat, il y a un Français sur 4 qui dit acheter volontairement des produits alimentaires contenant des protéines végétales. Parmi ces personnes-là, c'est majoritairement des femmes de la catégorie donc CSP+, ou alors les personnes qui suivent un régime et qui sont là encore un peu plus axées sur les nutritions. Donc les légumes secs sont les produits les plus achetés, les plus appréciés, et puis suivi des produits laitiers, des produits diététiques. En fait, on avait demandé dans l'étude, parmi ces produits-là, lesquels achetez-vous volontairement et contenant des protéines végétales. Et puis, il y a un Français sur 2 qui se déclare intéressé par des produits de boulangerie, des produits laitiers ou des produits à base de viande qui contiendraient des protéines végétales. Donc, il y a une attractivité à développer. On a demandé de donner une note globale à ces protéines végétales pour savoir s'ils devaient donner une note entre 1 et 10, quelle serait la note qu'ils donneraient. Donc, en moyenne, on a 6,6. Donc, c'est plutôt dans la moyenne, et c'est assez cohérent avec le fait que finalement, même s'il y a une aura assez positive de ces protéines végétales, elles restent mal connues par le consommateur. Alors les personnes qui donnent plutôt une mauvaise note, c'est celles qui souffrent d'obésité et qui ne suivent aucun régime. Et puis les personnes qui donnent les meilleures notes, c'est les personnes les plus âgées et les foyers végétariens. On retrouve toujours ce même type de profil. Quand on les a interrogés sur les raisons d'achat de produits qui contiendraient des protéines végétales, donc la première raison, c'est la curiosité, suivie de raisons nutritionnelles, par exemple pour réduire le taux de graisse des produits. Et par contre, les principales raisons de non-achat, c'est quand même des raisons de goût. Alors malgré les éléments qu'on a pu voir dans les précédentes diapos, le goût reste un facteur de non-achat de produits qui contiendraient des protéines végétales. Il y a aussi le fait qu'ils ne consomment pas ce type de produits d'une manière générale, ou alors qu'ils n'ont pas confiance dans ces produits. Là, on rejoint aussi l'aspect naturalité qui a été montré en introduction comme quelque chose de plus en plus important, comme pris en compte par les Français dans l'alimentation générale. Donc, à l'avenir, on les a interrogés sur leur intention de consommer plus de produits contenant des protéines végétales. Donc, ils sont 25% à dire qu'ils ont l'intention d'en consommer plus régulièrement qu'aujourd'hui. Et puis, on les a également interrogés sur leur consommation de viande et savoir s'ils avaient ou non l'intention de réduire leur consommation. Donc, on a trouvé 35%, ce qui est cohérent avec les chiffres en atrope. Je crois que c'était 33 ou 32 que vous aviez. Et alors, les principales raisons de réduire la consommation de viande, ce sont des raisons de santé. Donc 70% des raisons pour réduire la consommation de viande, c'est des raisons de santé, suivies du prix et de raisons environnementales. Les conclusions, les grands points à retenir peut-être de ce baromètre de perception, c'est que les protéines sont comme des éléments nutritionnels perçus comme importants pour le fonctionnement du métabolisme. Alors ça, c'est les protéines de manière générale, puisque je ne suis pas rentrée dans le détail, mais il y avait des éléments sur la perception globale des protéines. Que les aliments d'origine animale restent considérés comme les principales sources protéiques, mais que les protéines végétales sont jugées comme complémentaires des protéines animales. Elles restent
tout de même assez mal connu du consommateur, sauf des personnes qui suivent un régime ou des végétariens qui sont un peu plus axés sur la nutrition. Il y a tout de même ce que j'appelle une aura positive autour des protéines végétales, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas très bien ce que c'est. Néanmoins, pour eux, c'est quelque chose de positif, d'indispensable, d'éco-respectueux, de qualitatif. Et puis les principaux leviers d'achat que l'on a notés, c'était des raisons nutritionnelles et la curiosité pour acheter des produits qui contiennent des protéines végétales. Donc globalement, on peut dire qu'on a des perspectives de consommation à la hausse, ce qui est validé par notre bilan de référencement. Voilà, ça c'est une conclusion assez générale, où il y a quand même une attente du consommateur à combler en termes de santé, d'environnement, que les protéines végétales peuvent être une des réponses à apporter en complémentarité des protéines animales, puisque cette perception est assez positive. Maintenant, il y a aussi peut-être de nouvelles perspectives, de nouvelles sources à explorer, et puis il est quand même nécessaire de continuer l'information pour expliquer ce que sont les protéines végétales, leurs atouts, et puis rassurer sur le goût. Et puis je finirai, bon, sur, voilà, il y a quand même des choses à sécuriser, à développer, comme l'amont de la filière, mais Denis Chéreau en a parlé tout à l'heure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et ma question, ça reste de l'autre côté. J'étais interpellée par le fait qu'entre 2013 et 2015, l'augmentation pour les biscuits, les snacks, etc., c'était 43%. Et 40% pour les produits traiteurs. Cela s'explique comment? Alors honnêtement, je n'ai pas d'explication à vous donner sur ces produits en particulier, ça va être très simple, je m'en excuse. On voit qu'il y a certains produits qui sont de plus en plus utilisés. Pourquoi on observe une telle augmentation qui est quand même très importante? Je n'ai pas de réponse à vous donner, si ce n'est les intérêts fonctionnels, nutritionnels, etc. des protéines végétales qu'on connaît, ou le prix. Mais ça, le prix, il n'a pas varié de manière beaucoup plus importante entre 2013 et 2015. Enfin, ça peut pas être. C'est peut-être un élément d'explication. Oui, oui, vous voulez dire. Le prix de fabrication, ça peut être une explication. Je ne sais pas si c'est le seul. Et honnêtement, je n'ai pas d'éléments factuels et concrets à vous donner pour expliquer cette augmentation. Merci. Monsieur Beau, voilà, c'est une véritable passe de rugby qui a marqué avec succès. Oui, si vous le permettez, une observation et un commentaire. La première observation, c'est de remercier très chaleureusement les orateurs et surtout les oratrices pour ne pas avoir opposé les protéines végétales aux protéines animales, ce qui est un biais récurrent en général. Et comme l'a souligné dans sa dernière phrase Mme Codichon dans son excellent exposé, on ne doit pas réduire les aliments à leur seul contenu en protéines, ce qui est généralement fait. Alors le commentaire est le suivant, c'est que l'accompagnement des protéines végétales n'est pas du tout le même que celui des protéines animales, en termes de vitamines, en termes de minéraux, en termes de niveaux éléments. Donc il est totalement exclu, sauf à faire des OGM végétaux qui contiendraient ce que fabriquent les animaux pour nous, il est totalement exclu de supprimer l'une ou l'autre des protéines végétales ou des protéines animales. La question reste de savoir où va se situer pour nous l'équilibre en termes nutritionnels. Doit-on consommer moitié-moitié, 30%, 70%, c'est encore quelque chose qui reste en suspens. Alors j'aurais deux questions, l'une pour Mme Codichon. Pourquoi avoir focalisé vos études cliniques sur un amaigrissement de 300 grammes que l'on voudrait imposer à un obèse qui a 30 kg de plus, c'est-à-dire l'effet contre-intuitif de 1%, alors qu'il pourrait y avoir des études peut-être plus nombreuses sur maintien notamment du patrimoine musculaire et en particulier au cours du vieillissement. Cette assemblée est jeune depuis assez longtemps, quoique aujourd'hui la moyenne d'âge est considérablement réduite. Donc je remercie les auditeurs, et qui sont d'ailleurs surtout des auditrices d'être présents. Donc pourquoi ne pas avoir présenté des études, si elles existent, sur la perte musculaire au cours du vieillissement, qui est quand même un problème gigantesque actuellement. Et l'autre question est pour Mme Estève. Je ne comprends pas très bien la motivation des consommateurs pour la nouveauté, et je parle sous le contrôle de Mme Eben, quand on sait que personne, ou pratiquement personne, ne lit les étiquettes, sauf que pour la moitié des consommateurs, quand il n'y a pas d'étiquetage, c'est mauvais signe. Donc l'étiquetage est réconfortant. Mais néanmoins, il n'est pas lu. Donc, des curieux, ce sont des curieux exceptionnels qui vont lire des étiquettes
étiquette. Donc vous avez un biais de recrutement de vos personnes. Merci. Alors, je vais répondre déjà pour la première partie. Enfin, on n'a pas focalisé des études. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre des méta-analyses qui existent, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus commode, on va dire, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble sur une question, parce que si on prend étude par étude, il faut alors vraiment toutes les regarder. Et effectivement, vous avez raison, ce que ça fait ressortir, c'est que s'il y a un effet même significatif, il est extrêmement modeste et on ne peut pas dire que c'est vraiment, c'est très marginal. Hein, donc là, je suis entièrement d'accord avec vous. Ensuite, sur le maintien musculaire chez les personnes âgées, il faut savoir que c'est une question scientifique assez compliquée. Il y a énormément de travaux, bien sûr. Alors, avec des travaux de supplémentation, hein, avec différents types de protéines. Les protéines qui ont les plus souvent été utilisées pour les supplémentations, c'est les protéines de lait plutôt, à cause de leur richesse en leucine, surtout les protéines de lactosérum. Maintenant, on a plein de travaux qui montrent que des apports protéiques de bonne qualité, à un moment donné, si vous voulez, favorisent des fluides protéiques, notamment de synthèse protéique, on n'arrive pas à mettre en évidence que ça permet au final de maintenir la masse musculaire chez des personnes âgées. C'est très difficile à mettre en évidence et donc pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'études qui vont vous montrer que les protéines de légumineuses par rapport à d'autres protéines sont supérieures pour permettre de maintenir la masse musculaire. Je pense que le problème principal dans cette question, ça serait déjà que l'apport protéique ne diminue pas chez les personnes âgées. On sait que c'est un problème important, puisque souvent il y a une perte d'attirance pour la viande hein, chez les personnes âgées, et que quand même c'est le plus gros pourvoyeur de protéines. Donc il faudrait déjà que cet apport protéique ne diminue pas, après que ce soit, je ne sais pas, des protéines A ou B. Je pense que c'est un problème déjà un peu plus marginal. Et vraiment, c'est très très difficile à mettre en évidence. C'est, on va dire, des phénomènes physiologiques complexes. C'est un tableau complexe, hein, la sarcopénie. Il n'y a pas une cause. Enfin, bon, donc, voilà, ça explique pourquoi je n'ai pas donné de... Alors, il y a des questions, mais peut-être qu'avant, on va passer à la... Oui, vous répondre par rapport à cet aspect curiosité qui ressort comme une des raisons d'achat. Alors, des biais dans l'étude, il y en a sûrement. Après, il faut rappeler que c'est du déclaratif. Donc, c'est une étude où on leur pose la question, est-ce que vous êtes intéressé par des produits contenant des protéines végétales et pour quelles raisons? Donc, ils vont nous dire la curiosité. Est-ce que réellement, en magasin, c'est quelque chose qu'ils vont utiliser, qu'ils vont lire En fait, on ne les a pas regardés en magasin, prendre le produit, lire l'étiquette et oui ou non décider. Donc, c'est vraiment du déclaratif dans l'étude. Monsieur Monnier a demandé la parole. C'est un devoir de conscience qui me fait intervenir. C'est parce que j'ai été pendant de longues années, il y a très longtemps, président du syndicat national des hydrateurs, que je prends la parole pour m'étonner, regretter et constater qu'on n'a pas fait allusion aux extraits foliaires de l'Uzerne et qui sont une voie qui était déjà prometteuse il y a fort longtemps, qui n'a pas beaucoup avancé, sans doute parce qu'il y a des inconvénients et des lourdeurs qu'il faut vaincre, je ne sais pas, mais mon conservé comme ami Jacques Subtil, président de l'association pour la promotion des extraits de l'Uzerne, et qui m'avait fait communiquer un certain nombre de résultats très encourageants provenant des extraits secs de l'Uzerne après le pressage et le traitement assez certainement coûteux en énergie. Alors qu'en est-il? Au moins j'aurais, si vous voulez, servi mes anciens camarades pour savoir si leurs idées, les ambitions qu'ils pouvaient avoir, et pourquoi elles n'aboutissaient pas. Alors, la luzerne, j'en ai parlé très rapidement, elle représente un gros potentiel de production de protéines, puisque une luzerne bien menée peut produire jusqu'à 3 tonnes de protéines par hectare et par an, donc c'est une très belle plante de ce côté-là.
Mais aujourd'hui, elle reste essentiellement consommée par des ruminants sous forme de fourrage. Il y a eu des tentatives pour extraire des protéines foliaires. Il y a eu jusqu'à 5 usines qui produisaient des protéines foliaires. Il n'y en a plus que 2 actuellement, donc les volumes sont en diminution. Ces extraits foliaires contiennent à peu près 50% de protéines et 50% d'autres constituants qui sont très intéressants. Et d'ailleurs, c'est essentiellement ces autres éléments qui font l'objet de l'achat de ces protéines foliaires pour des usages en alimentation animale et pas mal en poules pondeuses, notamment pour l'aspect coloration des œufs. Donc du coup, c'est un peu mitigé, mais la filière continue à se battre parce qu'elle croit en son produit et il ne faut pas désespérer. C'est un des 2 produits qui a eu l'agrément Novel Food pour utilisation en alimentation humaine dans les 5 dernières années. Donc il y a des perspectives, mais ce n'est pas évident. Merci. Madame Ducrot, vous avez la parole. Notre maison qui s'appelle Impro a pour mission d'improver, d'améliorer. Entre autres, on travaille, on a des sujets avec ces gens-là. Oui. Madame Ducrot. C'est très difficile de parler derrière Jean-Marie Cour parce qu'il vous pique en beaucoup mieux 97% de la question que vous vouliez poser. Mais je vais quand même la poser sous un autre angle, étant ouvert et ne faisant pas de régime alimentaire. Je trouve ces exposés extrêmement intéressants. J'ai surtout été très intéressée par l'introduction de Pascal, montrant si elle était à l'heure actuelle effectivement l'engouement pour un certain nombre d'évolutions, la baisse de la consommation de viande, mais aussi tout l'engouement pour ce qui est le végétarisme, et si ce n'est le végétalisme. Alors, dans votre exposé, vous n'en parlez pas, et comme il est extrêmement intéressant et qu'il est très vendeur, si j'ose dire, je crains que l'achat comme ça dans la nature ne te soit serve un peu de caution à cette mode actuelle, et peut-être qu'il aurait fallu le compléter par un petit volet indiquant que l'utilisation à l'état pur des protéines végétales ne remplace pas ce que vous dites très bien, quand même, vous parlez des protéines végétales dans les différents ingrédients, et ça on est tout à fait d'accord, mais les gens vont peut-être lire et entendre, tout est bon, les protéines végétales c'est parfait, donc on va être vers le végétarisme, et le végétarisme dont on sait qu'il présente quand même de graves inconvénients pour la santé. Alors, est-ce que vous avez des études là-dessus très rapidement? Alors, je ne suis pas sûre, la question s'adresse à moi, c'est ça, oui, ou peut-être plus général. Moi, après, je pense qu'il y a plusieurs volets dans ce que vous dites, c'est-à-dire, bon, déjà, les régimes alimentaires sont très diversifiés, hein, et puis il y a des gens qui font de plus en plus, on va dire, d'expérience de régime alimentaire. Est-ce que le fait de dire que les protéines de légumineuses sont des protéines de bonne qualité, ça va inciter les gens à consommer plus que ça? Je ne pense pas. Et non, parce que, si vous voulez, encore une fois, on consomme très peu d'ingrédients purs. Voilà. Si vous voulez consommer beaucoup de protéines de légumineuses, à l'heure actuelle, hein, il faut quand même consommer beaucoup de légumes secs. Je pense que c'est la seule façon. Et on a quand même, comme je vous l'ai dit, une tolérance limitée à la consommation de légumes secs. Donc, après, je pense que c'est, même pour les gens qui vont vers le végétarisme, il faut quand même, de toute façon, continuer à diversifier ses sources alimentaires, même si ce ne sont que des sources végétales, hein, végétarisme et encore plus vers le végétalisme. Les gens sont obligés de continuer à diversifier leurs sources. Et je pense pas que ce soit une incitation à dire il faut devenir végétalien. Je ne pense pas du tout. Mais je pense qu'il faut être conscient des qualités, des défauts, des sources qui peuvent être des sources alternatives. Je pense que c'est. Après, je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Je peux peut-être, à titre personnel, rajouter un petit commentaire. Comme centre spécialisé sur les protéines végétales, on reçoit de temps en temps des appels de gens qui, justement, sont dans cette mouvance végétalienne ou végétarienne. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est avant tout des gens qui le font par conviction. Ce n'est pas une étude rationnelle qui les conduit à ça, c'est plus une attitude émotionnelle. Et puis après, pour les plus éduqués d'entre eux, ils essaient de construire une réflexion, un raisonnement qui pourrait justifier. Mais
le phénomène ne se passe pas à l'envers. Ce n'est pas une étude rationnelle qui les conduira. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui tombent dans tout un tas de panneaux parce que ils ont envie d'eux et ils saisissent la première opportunité. Pour moi, le plus bel exemple, c'est le sans gluten actuellement. Il y a 1,5% de la population qui est malade quand elle mange du gluten. Il y a 30% des consommateurs qui veulent diminuer ou supprimer le gluten de leur alimentation. Trouver l'erreur. Voilà, mais c'est parce que 80% de nos décisions viennent d'un cerveau reptilien qui ne raisonne pas. Enfin, qui raisonne avec des règles irrationnelles. Peut-être pour finir. Pardon, je voulais juste finir sur ce sujet-là. C'est vrai que on a peut-être eu l'impression que j'ai fait un focus sur les végétariens parce que c'était des personnes qui ressortent plus dans l'étude, dans ceux qui connaissent le mieux les protéines végétales. Pour autant, alors c'est vrai qu'on parle de végétarisme, même de flexitarisme, avec des personnes qui vont de manière ponctuelle tendre vers des produits, à diminuer en tout cas leur consommation de viande et de produits animaux. Nous, au sein du GEPV, même si on fait un focus sur les produits végétales, on essaye de garder un discours sur la complémentarité des protéines animales et des protéines végétales. C'est ce qui a été dit dans les différentes interventions. Et on n'est pas là pour militer pour le végétarisme, mais c'est vraiment trouver un équilibre avec la présence d'ingrédients dans un régime alimentaire global. Oui, Jean-Claude, ma question s'adresse d'abord à Mme Estelle. Vous nous avez présenté des statistiques de ce que vous avez vu sur les étiquettes dans les étals de rayons de grande distribution. Oui. Autrement dit, vous avez analysé l'inclination des industriels, des fabricants d'aliments complexes, à introduire des protéines végétales. Et en même temps, vous nous présentez un sondage d'opinion où les gens considèrent que les protéines végétales sont plus naturelles, sont associées à une notion de naturel, de respectueuse de l'environnement. Vous aviez des dominantes là-dessus. Mais ça veut dire que les gens, puisque vous dites qu'on ne consomme plus des légumes secs bruts, ça veut dire que les gens ont envie de comprendre qu'on ne consomme de protéines végétales qu'à travers les produits industriels. Donc, ça va donner quoi le résultat? Ça me paraît complètement contradictoire. Les gens ont envie de comprendre, parce que M. Chéreau a heureusement rappelé, je suis de la section production animale, que 80% des protéines végétales sont quand même consommées par des animaux. Les gens vont bien comprendre que pour manger des protéines végétales, il faut se mettre dans la position du deuxième mangeur, c'est-à-dire manger de la viande. Comme ça, ils mangeront. Mais c'est ça à peu près la logique de votre exposé. Excusez-moi. Et donc, moi, je voudrais aussi savoir si les industriels qui nous instillent, moi, je mets des produits complexes transformés dans la grande distribution, et je mange des lentilles, et je mange des fèves, et je mange de la purée de pois cassés, parce que j'ai été nourri et élevé avec ça. Excusez-moi, je suis de la génération qu'on appelle née pendant la guerre. Et est-ce qu'on nous prépare ce qui se passe aux États-Unis, où dans les premières semaines de vie d'un nouveau-né, si la mère n'a pas assez de lait, on complémente avec du lait de soja. Je dis bien avec du lait de soja. C'est la folie furieuse sur l'éducation enzymatique intestinale et ça prépare tous les problèmes. Les gens s'imaginent après qui ne supportent pas le lactose, qui ne supportent pas le gluten. Toute cette idéologie qui est instillée non pas par des végétariens, on appelle bien par des industriels et des fabricants de produits complexes et qui font tout pour ne plus mettre à disposition une alimentation naturelle, de développage et une alimentation. Alors je suis désolée pour les industriels de l'alimentation, mais je crois que prendre comme postulat que c'est la nouveauté d'aller manger des protéines végétales, regardez dans la salle les académiciens aux cheveux blancs, nous avons tous été élevés aux protéines végétales et pour bonne raison. C'est quand même beaucoup plus facile d'élever des pois, des lentilles, des fèves et de nourrir quotidiennement la famille avec ça. Donc, je me demande d'où vous avez placé votre point de vue et votre stratégie d'organisation. Alors, on a essayé de ne pas partir d'un point de vue particulier. C'est vrai que c'est deux enquêtes qui sont vraiment distinctes et on ne va pas retrouver forcément la même chose parce que d'une part, on a une enquête terrain sur le relevé des étiquettes. Donc effectivement, ça va montrer la tendance que peuvent avoir les industriels
à utiliser tel ou tel ingrédient dans leur produit. Et la deuxième enquête, c'est vraiment du déclaratif. Donc, c'est-à-dire que les personnes vont se répondre à un questionnaire en disant oui, moi je préférerais ci, je voudrais consommer ça, je connais ci, je connais ça, mais ça peut être très déconnecté de la réalité et de la réalité d'achat en magasin. Est-ce que l'on pousse pour quelque chose, pour la consommation de produits transformés? Je n'irai pas forcément jusque-là, c'est vraiment une enquête terrain pour savoir concrètement qu'est-ce qu'on peut trouver dans les rayons. Je ne sais pas s'il y a d'autres par rapport au lait de soja. La question est peut-être M. Chéron. L'agriculture française ne produit pas suffisamment de protéagineux pour l'alimentation animale. On sait que, ça a été souligné d'ailleurs, ces protéagineux seraient très bons dans l'assolement, très bons pour l'environnement, etc. Malheureusement, ils ne se développent pas. Je dirais même qu'ils régressent. Et pourquoi, si on voit l'exemple du poids protéagineux, c'est qu'il y a un gros problème de maladie. Et on va poser la question, est-ce qu'il y a espoir de trouver des poids protéagineux résistants à la phénomycès, un espoir de développement quand même de cette culture que les agriculteurs devraient bien pouvoir cultiver, mais qu'ils ne peuvent pas cultiver. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas généticien, je ne suis pas semencier. Par contre, je sais qu'il y a de gros progrès, de gros programmes actuellement en cours de réalisation, notamment avec l'INRA dans la région de Dijon. Nous, IMPROVE, on participe à deux d'entre eux qui visent justement à développer des semences de protéagineux qui soient plus performantes et qui, comme je l'ai dit, assurent un revenu plus sécurisé à l'agriculteur, qui du coup aura peut-être moins tendance à tomber dans du blé, du maïs ou de la betterave, ce qu'il a tendance à faire parce que il vit aussi et il doit assurer la rentabilité de son entreprise. Donc oui, il y a des programmes. Vont-ils déboucher bientôt? On l'espère tous. Mais en tous les cas, je pense que les scientifiques français ont bien compris l'enjeu. Et je pense qu'au niveau mondial, le fait que 2016 soit l'année des légumineuses montre aussi que la communauté scientifique internationale a pris la mesure de cet enjeu. Maintenant, il reste à travailler et à obtenir des résultats. Oui, Jean-Marc Poussard. Je voudrais savoir si vous avez étudié les conséquences, les rapports entre le désir de protéagineux et le revenu des consommateurs. Est-ce que c'est les riches qui mangent des protéagineux ou est-ce que c'est les pauvres? Oui. Alors, effectivement, on a vu que dans les personnes, en tout cas, qui les connaissaient mieux et qu'il y aurait peut-être tendance à en consommer plus, c'était les personnes CSP+, donc de catégories socio-professionnelles plus élevées. Bon, moi, je peux compléter par une chose, c'est qu'il y a des industriels de la viande qui viennent nous voir en disant on est embêtés parce que si on met des protéines, si on fait des assemblages combinant protéines animales, protéines végétales, on va baisser nos prix de revient. Si on répercute la baisse de prix de revient, on va avoir des produits qui vont baisser en prix dans les rayons et les gens ne vont pas s'y intéresser parce qu'ils vont considérer que baisse de prix égale baisse de qualité. Donc on a un vrai enjeu en ce moment, c'est de sortir de ce dilemme. C'est un témoignage. Maurice Durand. Une marque très connue de viande présente de façon rigoureusement identique deux bistecs hachés de 100 grammes. L'un, c'est en viande tube, l'autre, plaisir de la famille. Inutile de vous dire que j'ai acheté, ma femme et moi, de temps en temps, plaisir de la famille, et l'autre, bisteck haché de 100 grammes. Le plaisir de la famille, pour faire plaisir à Jean-Marie Bourg, j'ai vu l'étiquette plaisir de la famille, il a rigoureusement la même allure que l'autre. Il y a 20% de protéines végétales par rapport à l'autre, c'est plus. Alors, la présentation étant le même, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'étiquetage malheureux? Alors, je peux juste vous donner des éléments de réglementation. Effectivement, normalement, un produit, il est bien obligatoire de mettre sa composition. Donc, dans la liste d'ingrédients, la proportion de protéines végétales doit apparaître. Et c'est vrai que, par contre, ça peut être trompeur premier abord quand on voit si les étiquetages sont strictement les mêmes, en tout cas par rapport aux photos qui apparaissent. Je n'ai pas forcément plus d'éléments à vous donner.
Est-ce qu'il était bon, ce plaisir de la famille? J'ai été secrétaire fédéral de l'Institut français du goût, et ça fait 35 ans que je suis au concours général agricole. Je puis vous dire que le steak plaisir de la famille, avec 20% de protéines végétales par rapport au steak haché qu'on achète régulièrement. Il y avait une différence. C'est pour ça que j'ai arrêté, je me suis permis de regarder l'étiquette. C'était moins. Moi, je voudrais avoir une clarification, s'il vous plaît, par rapport donc, aux acides aminés indispensables pour l'homme. On parle de la qualité donc, des acides aminés indispensables, peu importe s'ils viennent de sources végétales ou animales. Est-ce que ce n'est pas correct qu'une molécule d'acide aminé change de structure quand elle a été chauffée? Et est-ce que je ne devrais pas regarder si les sources de mes produits ont été chauffées ou pas chauffées? Oui, alors vous avez raison. Hein, il y a on mange souvent aussi les produits alors, transformés et qui ont subi des process souvent de chauffage, pas que, mais souvent de chauffage. Alors ça peut abîmer certains acides aminés. Ensuite, il faut quand même monter assez haut en température. Mais on peut pas, enfin, ça dépend des barèmes, ça dépend des procédés. Donc, par exemple, nous, on a fait plusieurs types d'études. On en a fait une sur le lait où on a comparé du lait microfiltré, du lait pasteurisé et du lait UHT. Donc, entre du lait microfiltré qui n'a pas de chauffage et du lait pasteurisé, il n'y a pas de différence. Par contre, c'est vrai que l'UHT, on voit apparaître des différences de rétention azotée, notamment. Donc, on sait que, bien sûr, à partir de certains barèmes de température, peuvent perturber un peu cette biodisponibilité. Et on a fait là récemment une étude sur la viande. On a fait donner de la viande soit saignante, soit très cuite. Et la viande très cuite, on perd aussi quelques points de digestibilité. Mais bon, on le sait, mais d'un autre côté, on consomme aussi des aliments transformés. Et souvent, il vaut déjà mieux au moins garantir la sécurité microbiologique des produits et perdre quelques points on va dire, de qualité nutritionnelle que de risquer d'attraper une infection gastro-intestinale. Voilà, donc ça, je pense que c'est... Aussi des milieux horticoles. Je voudrais savoir, en ce qui concerne le packaging, je voudrais savoir les produits alimentaires, est-ce que vous pensez que l'étiquetage est performant? Et ma deuxième question, je voudrais savoir, vous avez évoqué la spiruline et le chlorella, je voudrais savoir si vous mettez ça dans la case de la nutrition ou dans la case des compléments alimentaires. C'est toi. Alors, par rapport au packaging, à la question que vous me posez sur l'étiquetage, il y a une réglementation qui est européenne sur l'étiquetage des produits. Donc, on n'a pas le droit, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le droit de tromper le consommateur. Donc, il faut faire en sorte de l'informer du produit qu'il achète et de ce qu'il y a dans son produit. Est-ce qu'il est performant ou pas? J'avoue ne pas être en mesure de vous répondre. Ça va dépendre des retours que peuvent faire les consommateurs ou les différentes parties prenantes sur le sujet. Il existe en tout cas une réglementation et normalement, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut sur le sujet. Et on doit répondre à des règles bien précises par rapport à l'étiquetage des produits et à la présence de tel ou tel ingrédient dans ces produits. Par rapport à la deuxième question sur les chlorelles et spirulines, savoir si c'était de la nutrition ou des compléments alimentaires. Alors, je ne suis pas sûre de bien saisir votre question. Pour moi, c'est des ingrédients qui peuvent être dans des produits alimentaires classiques, à partir du moment où d'ailleurs on le déclare. Ça peut également peut-être faire l'objet de compléments alimentaires. J'avoue que je ne connais pas très bien le monde des compléments alimentaires. Pour moi, ce sont des ingrédients qui peuvent être utilisés dans l'un ou dans l'autre en fonction de leur qualité nutritionnelle et de la façon dont on les utilise. Merci André. On a fait la section 3. On est effectivement aujourd'hui sur les protéines végétales. Et comme vous avez parlé des sources de protéines végétales au niveau mondial, la première, c'est indiscutablement le soja. Et c'est lui, effectivement, qui fixe le prix des protéines partout dans le monde. Et donc, c'est aussi lui,
de soja qui rentre en syntaxe depuis 40 ans, a aussi fait que l'Europe aujourd'hui est complètement dépendante en protéines végétales, notamment en soja, de l'Amérique. Donc ça, c'est un constat, et c'est effectivement ce qui limite aujourd'hui le développement des protéines en production animale, mais sans doute aussi en alimentation humaine. Je voudrais revenir sur un autre point qui est effectivement ce soja. Jeanne vient d'en parler tout à l'heure. Il a quand même quelque part aussi quelques inconvénients, et notamment cet aspect d'hormones qu'il contient. Et ce produit-là, il est utilisé assez largement effectivement pour faire des laits de remplacement, y compris pour les enfants, y compris pour des aliments d'allaitement, mais aussi des aliments complémentaires en Afrique. J'ai effectivement eu l'occasion de regarder ça d'un peu plus près dans quelques pays, où on fait des compléments alimentaires très jeunes, quelques mangent des bouillies, avec du soja au lieu d'autres protéines. Et il me semble quand même que de ce côté-là, il y a peut-être des aspects enzymatiques, mais il y a aussi des aspects hormonaux qui sont vraiment préjudiciables. Est-ce qu'il y a des éléments peut-être d'information là-dessus? Bon, oui, c'est une question compliquée. Alors, est-ce que au niveau de l'épidémiologie, on démontre que consommer trop d'isoflavones a des effets, en fait, parce que c'est des effets estrogènes-like, hein, c'est ça. Quand ils sont consommés chez le jeune enfant, moi, à ma connaissance, je n'ai pas vu de travaux dans ce sens, mais peut-être, hein, je ne sais pas si dans la salle. Moi, je connais pas d'études à grande échelle. Si, vous pouvez m'en citer? Moi, vous ouvrez l'ordinateur. Ah oui, non, mais ouvrir l'ordinateur, c'est une chose. Après, quand je parle d'études, c'est des études calibrées avec des sources fiables, hein. Effectivement, si on regarde sur Internet, même vous pouvez regarder aussi sur la viande ou sur les protéines animales, etc., vous allez toujours trouver des gens qui vont vous prouver que c'est très mauvais et que ça empoisonne l'humanité. Donc, moi, je veux parler d'études vraiment calibrées, donc je ne les connais pas, mais il y en a peut-être. Le lobby soja est très puissant. Oui, mais il y a plein d'autres lobbies qui sont très puissants, hein, donc je ne sais pas. Enfin, franchement, à ma connaissance, en tout cas, moi, j'en connais pas. Par contre, il y a des recommandations pour éviter la substitution, pour le nourrisson, hein, la substitution du lait par du lait de soja. Ça, il y a des recommandations qui sont faites. Ensuite, des utilisations, encore une fois, c'est souvent ce que disait Denis tout à l'heure, hein, c'est que c'est des utilisations qui sortent du rationnel. François Colomer. Monsieur Moore, vous vouliez répondre sur cette question précise? C'est sans doute le président de l'ancienneté, mais concernant le lait de soja qui n'a de communauté avec le lait que le fait d'être soluble et de couleur blanche, liquide et de couleur blanche, la valeur nutritionnelle n'a strictement rien à voir. Et comme il a été souligné tout à l'heure, ils sont présents des phytoestrogènes et un certain nombre d'hormones. Et c'est connu depuis plus de 4 décennies en France par une équipe toulousaine, celle de Guy Zolfi. Donc c'est pas très récent, c'était quasiment avant votre naissance. Et depuis, ce que l'on appelle abusivement le lait de soja, qui est du jus de soja, n'est pas du tout utilisé en tant qu'ingrédient dans toute formule lactée pour les nourrissons. Il a été observé, je vous dis, depuis plusieurs décennies, qu'il y avait une avance de la puberté des filles et que les pauvres garçons voyaient le volume du contenu de leur slip diminuer et l'efficacité plus tard réduite. Les choses sont parfaitement démontrées depuis très longtemps. Merci pour cette précision. Moi, j'avais une question, mais je pense que ça reviendra au cours de l'année qui est l'année des légumineuses, c'est qu'on n'a pas du tout eu l'aspect comment on atterrit sur le plan agronomique et au niveau des exploitations agricoles. Et je m'étonne qu'on n'ait pas placé quand même la problématique notamment des légumineuses et des protéines liées au cycle de l'azote et liées au projet via l'agroécologie qui est très à la mode actuellement.
Alors, j'en ai un petit peu parlé à la fin de ma présentation. En faisant mention que l'INRA, on avait fait une thématique importante et avait publié un document en 2015 sur lequel vous pouvez vous référer parce que justement, il essaie de replacer l'importance de ces légumineuses à graines fourragères dans les rotations et dans le cycle de l'azote symbiotique. Donc, c'est vrai qu'elles ont un rôle important. Mais par contre, aujourd'hui, le constat, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le constat, c'est que les surfaces sont plutôt en diminution. Donc, j'espère qu'on est à la croisée des chemins sur la fin d'un cycle de régression et on va amorcer un cycle de recolonisation. Mais il va falloir aussi que les scientifiques soient à la manœuvre pour rendre ça plus facile. Oui, monsieur le Tout récemment, les protéines sont prises en considération maintenant au prix du blé. Les acheteurs de blé vous demandent le taux de protéines. Cette année, ça allait, l'année dernière, ça a fait dévaler beaucoup de l'eau. Donc, les protéines en dehors des pois secs et des légumes secs sont tout de même prises en considération. Merci. Il ne faut pas oublier que le blé, par exemple, on exporte la moitié du blé sans être transformé. Et ça fait à peu près 20 millions de tonnes de blé qui quittent le territoire sans être transformés. Et ça fait à peu près 2 millions de tonnes de protéines végétales qui quittent la France sans avoir été valorisées. Il y a du potentiel en France. Il faudrait que… Moi, je milite pour qu'aucun grain ne quitte la France sans avoir été au moins transformé une fois. Merci. Alors, je vais vous avouer que j'ai craint le pire. D'abord parce que quand on a discuté de cette séance lors de connexion des programmes, on n'a pas toujours eu le sang-froid nécessaire pour discuter entre le végétal et l'animal. Donc, il y avait des questions qu'il ne fallait pas aborder. Donc, d'abord, merci aux 3 intervenants d'avoir fait quelque chose de très mesuré et, dans le fond, très factuel, ce qui nous a induit une discussion qui est restée également très mesurée. Donc, merci beaucoup. Merci aux organisateurs d'avoir fait cette séance qui, je trouve, est très bien pour plein de raisons. D'abord parce que moi, les légumineuses, je me suis déjà exprimé en disant que ça m'intéresse assez moyennement en total, comme ça. Et surtout que je sais bien ce que c'est que des légumineuses. Mais enfin, je suis chimiste, donc je ne suis pas très intéressé. En revanche, je suis très intéressé par les protéines. Mais ce n'est pas l'année des protéines végétales, c'est l'année des légumineuses. Alors, on a notre président qui nous disait légumineuses, et à côté, on nous disait protéines, et puis les gens de la section animale nous disaient et les animaux. Donc, on était très ennuyés, et voilà pourquoi, ouf, on est soulagé aujourd'hui. Alors maintenant, je vous ai quand même apporté des protéines végétales, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde en ait vu. Et il ne s'agit pas de légumineuses, il s'agit de protéines végétales, ce coup-ci. Hein. Alors, les protéines végétales, celles-ci m'ont été données par le GEPV, je ne sais jamais si c'est GEPV ou GEPC. GEPV, voilà. Pour moi, le fait que je ne le sache pas prouve à quel point je suis détaché du lobby des protéines végétales. Hein, on est bien d'accord. Elles ont été données par un de leurs adhérents. Donc les voilà, c'est des espèces de cornflakes comme ça. Pardon. Ah oui, mais si je les verse, donc vous les voyez maintenant. Ah, pardon. Je me mets là. Ben, je vais les mettre dans un verre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est un aliment pour poulettes. Hein. C'est donc une sorte de cornflakes. Bon, c'est croquant, un peu comme des chips. Ça n'a pas de goût, donc c'est vraiment sans intérêt. Ce qui est en soi intéressant, et j'oublie pas que je suis filmé et que ça va être podcasté, je dis ça toujours à bon escient, parce que je vois Morgan Sayar qui frémit en disant mais il dit du mal de nos protéines végétales, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je dis simplement que ça c'est pas mangeable, parce que ça n'est pas précisément un cassoulet. Donc se pose un cas qui est notre académie doit statuer intelligemment sur des questions d'alimentation qui sont donc des questions essentielles, avec beaucoup de cohérence, et c'est pour ça que j'ai intitulé ma conclusion, les protéines végétales, un cas d'école pour l'Académie d'agriculture. Alors, ce cas d'école se pose au moment même où des émissions de télévision viennent nous dire que les nutriments disparaissent de nos aliments, viennent nous dire qu'on nous empoisonne avec des tas de pesticides, viennent nous dire que je ne sais plus quoi, donc nous font très peur, on ne peut plus rien manger.
Et donc, nous avons à nous positionner face à ce genre de questions. Alors, on peut se positionner aussi courageusement que notre confrère Léon Guéguin l'a fait, avec un document très intéressant de réponse à une chaîne qui, à mon avis, s'est mal comportée. Donc, merci à Léon Guéguin de monter au front et de porter la connaissance scientifique devant l'opinion publique. Et donc, c'est à propos de ces protéines, on a évité l'affrontement, mais peut-être qu'il va falloir y revenir. C'est-à-dire que ce n'est pas le fin du fin. Alors, du coup, allons-y. Ce que je crois comme vision pour l'Académie, c'est que nous avons la capacité de mettre un chimiste à côté d'un économiste. J'ai vu Jean-Marc Boussard par loin, à côté de gens qui font de la santé animale. Et tout ça, ça nous évite d'avoir un point de vue qui sera strictement un point de vue technique, c'est-à-dire cuisiner notre machin. Bon. Alors, tout ça est en jeu, c'est-à-dire qu'il y a la crise de l'eau, Alors, quels sont les faits? Les faits, ils sont devant nous. Et les faits, c'est d'abord celui-là. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Parce que dans le fond, on va peut-être manger moins de viande, ou peut-être manger plus de viande, on va peut-être manger plus de protéines végétales, ou plus de légumineuses. Donc, voilà la question. On n'a pas de boule de cristal, et donc, il faut préparer l'avenir. Les faits, alors, j'essaye de me tenir aux faits. Ici, donc, vous voyez la projection 2050, entre 8,1 et 15, et 10,6 milliards d'êtres humains sur la Terre. Pour l'instant, on en nourrit 6 ou 7, donc ce n'est pas suffisant. Donc voilà un premier fait. Alors, je veux bien qu'on me parle de tout, mais moi, je veux d'abord garder ça en face de moi. Le deuxième fait, c'est une possible crise de l'énergie. Bon, alors est-ce que le gaz de schiste va arriver? J'en sais rien. Est-ce que le nucléaire va se développer? Est-ce que la fusion va aboutir? Voilà des questions technologiques essentielles. Mais enfin, quand même, on a ce fait-là. Le gaspillage, alors, on ne va pas s'étriper sur le 30%. Dans le temps, je mettais 45. J'ai revu à la baisse, parce qu'on m'a signalé des chiffres de la FAO. On me dit que les chiffres de la FAO n'ont pas été bien faits, donc il va falloir les re-regarder. Et puis surtout, on me dit qu'il y a gaspillage et gaspillage. Donc, qu'est-ce qu'on appelle gaspillage? Voilà. Donc ça, on a un groupe gaspillage qui est chargé de ça. Je le dis ici parce que c'est filmé et que je veux dire au monde que l'Académie d'agriculture travaille sur cette question du gaspillage. Nous sommes bien dans notre rôle prospectif. Alors, des raisons et des espoirs. Moi, je vois quand même que la loi de 1905 nous force à abandonner les fruits talés et à les jeter. On doit vendre des produits qui sont sains, loyaux et marchands. Cette pomme qui est abîmée n'est pas marchande. Et du coup, j'ai cette image devant moi sans cesse, c'est-à-dire qu'une tomate, c'est 95% d'eau, elle est produite dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, et on exporte de l'eau, et il y a 5000 camions qui arrivent à Paris avec de la flotte tous les jours. Ça ne me paraît pas très raisonnable, et donc je dis, est-ce qu'on va continuer à transporter de l'eau? J'en sais rien, je sais qu'il y a une crise de l'énergie, je sais qu'il y a une crise de l'eau, et je sais qu'on transporte de l'eau, ce qui est insensé. Alors qu'au même moment, des filières industrielles comme le blé et le lait fractionnent. Et que ce qu'on appelle lait entier dans une brique au supermarché, ce n'est pas du lait qui sort du pied de la vache qui était mis dans une brique, c'est quand même quelque chose qui a été ajusté correctement et on a évité un peu de transporter de l'eau. Donc si on fractionne le lait et le blé, on peut fractionner beaucoup d'autres choses, et en particulier donc, des légumineuses. Alors, je n'oublie pas qu'on mange de la culture. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont très fétichistes vis-à-vis du livre, du papier, de l'impression, du document écrit. On doit quand même considérer que nos enfants sont de plus en plus dématérialisés, et donc, qu'est-ce que c'est que cette culture? Et puis, la culture, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je suis alsacien, je ne mange pas comme un Toulousain. Et donc, ici, je vous ai mis une choucroute, parce que ça, c'est mon terroir, on va dire. Là, c'était des crabes d'un truc, c'est une boîte de crabes qui vient, pas de crabe, une bestiole qui vient de Russie. Ils mangent ça, ces gens-là, ben moi non, j'y arrive pas. Je crois qu'il est juste de rappeler que nous devons enrichir les agriculteurs parce qu'ils ont la charge de la sécurité alimentaire, et j'utilise le terme correctement, c'est-à-dire donner à suffisance à manger à chacun, et de l'environnement, ce qui est une grosse charge, et donc nous devons contribuer à les enrichir, et il me semble que le fractionnement, alors je crois que le fractionnement aidera, mais il y a aussi des endroits, par exemple la montagne, où on ne va pas cultiver du blé. Donc on aura des vaches qui vont faire du fromage, qui vont faire le cuir de nos sacs, qui vont faire nos chaussures,
c'est pas les lentilles qui vont nous faire des chaussures ou des sacs. Hein. Alors, surtout si les ressources fossiles disparaissent et que alors on peut toujours revenir à du gaz à l'eau, le procédé de Fischer-Tropsch qui est bien connu, mais il y a quand même des difficultés et ça consomme beaucoup d'énergie. J'ai été étonné que Jean-Marie Bourg ne mentionne pas cette question essentielle de la biodisponibilité du fer, parce que quand même, dans les viandes, c'est quand même beaucoup plus élevé. Et je ne veux pas dire par là que je condamne les protéines végétales, parce qu'on pourrait très bien imaginer de faire des groupes M synthétiques qui vont rendre le fer biodisponible. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc vous voyez qu'à la limite, je devrais être dans la section, je ne sais plus laquelle, mais enfin celle de la physico-chimie, puisque c'est là où... Voilà. Donc le groupe M. Alors maintenant, les protéines, on les a, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je maintiens que nous ne mangeons pas des ingrédients alimentaires, nous mangeons des aliments. Et les aliments, c'est de la culture, c'est de la planète, c'est du ressenti. Et l'être humain, il a quand même raison par rapport à ce ressenti. Je ne suis pas sûr que le steak avec 20% soit moins bon, parce que bon, ça veut dire j'aime. Ça ne veut pas dire que c'est moins bon, ça veut dire qu'il aime moins. Et ça, c'est une question essentielle, puisque c'est une question de culture. Bon, alors, vous voyez où je veux en venir. Je propose évidemment que nous cuisinions avec ces protéines végétales. Et voilà ma vision de la cuisine pour demain. Ça viendra du végétal ou de l'animal. J'ai un peu affiné le discours que je vous présente ici. Enfin, c'est un peu noir, je suis désolé. À gauche, il y a des violons, des trompettes, des tas d'instruments de musique. Ça, c'était il y a 200 ans. À droite, il y a des ingrédients qui sont végétaux ou animaux. C'était il y a 200 ans. Si on passe il y a 100 ans, on a appris à décomposer les ondes sonores et on a appris à décomposer les aliments en leur constituant. Si on passe à 50 ans, il fallait un ordinateur qui remplissait une pièce et avec des scientifiques à la tonne pour faire de la musique de synthèse. Et si on arrive aujourd'hui, ça coûte 23 € dans un magasin de jouets. Vous avez vu que je n'ai pas mis les images de droite parce que je vous laisse deviner ce qui va se passer. Voilà. Alors, je n'en sais rien. Je sais que construire l'aliment, ça veut dire construire des formes, des consistances, des propriétés nutritionnelles. C'est très passionnant parce qu'on peut le construire à toutes les échelles. Le nombre de possibilités est infini, stricto sensu. Et puis, je vous ai dit qu'on fractionnait déjà. Et puis, on fractionne déjà, la preuve. Alors, les protéines ne sont pas complètement pures, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de protéines, mais on n'a peut-être pas besoin d'aller à la pureté absolue. Les techniques sont au point, mais il y a des sociétés qui les améliorent. Et de toute façon, ça, c'est du travail technologique qu'on va faire. Donc, j'ai bon espoir. Les ingrédients sont là. Et je vous propose maintenant de regarder différemment. Pensons que la carotte, c'est ça, c'est-à-dire des composés qui ont été assemblés naturellement pour donner des formes, des consistances, etc. Avec les mêmes composés, on peut les assembler différemment pour faire autre chose. Donc, il n'y a pas de raison. On peut continuer à manger de la carotte, mais on peut manger autre chose. Alors, j'en ai parlé, je vous tiens maintenant au courant très rapidement. 2009, le premier plat de cuisine note à note servi dans un restaurant à Hong Kong par Pierre Gagnère. Depuis, ça n'arrête pas. Tous les mois, il y a un nouveau chef qui s'y met. On enseigne à des milliers d'élèves dans des lycées hôteliers du monde entier à faire des plats de cuisine note à note. Voilà la nouveauté par rapport à notre séance de 2012, du 17 décembre 2012. Je vous invite à regarder cette séance en ligne sur les podcasts de l'Académie d'agriculture parce que ces podcasts sont merveilleux. Merci à ceux qui les enregistrent. C'est très important pour le rayonnement de l'Académie. Donc voilà, le Canada, encore le Canada, encore le Canada. Voilà, là, celui-là, je ne vous l'avais pas montré, c'est le Danemark. Encore le Danemark, oui. Ah, bah alors, je suis désolé. Bah, enfin, il y en a beaucoup, alors ça suffit. Voilà. C'est pas grave, je vous en parle. Vous en faites pas. Donc, je reviens du Japon. Donc, cette fois-ci, on a fait des sushis note à note. Vous voyez, c'est des chefs qui sont des chefs étoilés. Les voilà, par exemple, voilà un gros sushi. Donc, il a été goûté par le maître sushi japonais qui a dit que c'était très bon. C'est que des composés. Il n'y a pas de riz, il n'y a pas de poisson, il n'y a que des composés. Il y a dedans des protéines végétales. Et puis, il y a dans d'autres sushis, on n'en a pas mis. Parce que, dans le fond, on s'en fiche. La seule chose qui compte pour ce genre de travail, c'est de savoir comment on va le mettre en œuvre, c'est-à-dire ce que vous avez appelé propriété fonctionnelle, ce qui est très juste. Alors, tout récemment, le New York Times est venu à Paris et Pierre Gagnère a construit pour eux un repas. Donc, il est parti d'un composé, le 6-hexénol, qui apparaît sur le menu. Et avec ce menu, ce 6-hexénol, il a mis des asperges vertes et il a obtenu un résultat.
Ensuite, alors je suis désolé pour les images, je les mettrai sur le site académique en meilleure qualité, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas passé. Donc ici, il a mis du Gaiacol, voilà le nom des plats, voilà le nom des futurs menus. Ah, c'était le thiazol. Ah, voilà, piperine, ça c'est facile, chicorée, benzaldéhyde. Alors, celle-là, je suis content que vous la voyez, parce que pour le concours, le 3e concours international de cuisine notanote, nous avons donné aux concurrents ces protéines végétales, et ils devaient faire des plats avec. Nous avons eu des enfants de 10 ans qui participaient. Celui-là, à droite, est presque 95% de protéines végétales. C'était un joli plat, il a été primé. Le gagnant a été le plat de gauche qui s'appelait coq au vin et c'était avec des polyphénols extraits de la Syrah par une coopérative qui s'appelle Grappe Sud, si je me souviens bien. Donc voilà où on en est. Je dis, n'ayons pas peur, militons beaucoup, enfin vous faites ce que vous voulez, mais moi, voilà mon engagement, c'est je vais essayer de ne pas avoir peur, je vais essayer de vaincre mon idiosyncrasie, que vous connaissez tous, qui est que l'Alsace est un pays extraordinaire et qu'on y mange merveilleusement, ce qui est vrai. Peut-être qu'avec la cuisine notanote, on peut manger encore mieux. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la tradition? Voilà les questions qui se posent. Voilà les questions qui se posent pour une académie que je respecte excessivement, puisque je crois que nous avons une grande sagesse dans nos statuts, dans notre règlement intérieur, dans notre organisation, et je crois surtout que nous avons une grande chance, une grande richesse, qui est d'avoir des points de vue très différents pour prendre des questions difficiles. Je suis très heureux que nous ayons abordé ces questions de protéines végétales et légumineuses, pas par le petit bout de la lorgnette, mais en les replaçant dans un contexte plus large. Et en tant que secrétaire de cette section 8, je suis très heureux que nous ayons réussi à faire ça. Et c'est une espèce de leçon pour l'avenir, c'est-à-dire que si on arrive à le faire ainsi, peut-être en joignant des confrères, des consoeurs d'autres sections, on fera peut-être encore mieux. Et voilà ce que je voudrais. Ça, c'est une image que vous ne voyez pas, c'est le grand bouquet de la connaissance. Donc, vive la connaissance produite et partagée. Et merci encore à nos intervenants et nos organisateurs.